Le millionnaire battait sa femme en riant, sous le regard terrifié de sa fille de 4 ans qui tremblait de peur. Alors qu'il sortait, l'enfant murmura « Je détruirai ta vie ». 18 ans plus tard, elle entra au tribunal en tant qu'avocate et fit face à son père, devenant son pire cauchemar. Introduction. Bonjour à ma belle famille. Que le Seigneur bénisse votre cœur de paix, votre âme de force et votre foyer d'une joie infinie. Que chaque porte fermée soit remplacée par une meilleure, et que l'amour vous trouve toujours. Si c'est votre première fois ici, ne faites pas défiler la page. Vous ne regardez pas simplement une histoire, vous entrez dans une famille pleine d'amour, de guérison et de vérité. Restez et faites comme chez vous. Si mes histoires touchent encore votre cœur, laissez un commentaire. Oui, je suis avec mon frère, Monsieur Peter. S'il vous plaît, aimez, commentez et partagez ceci avec amour. Nous ne racontons pas seulement des histoires, nous construisons ensemble un héritage en tant qu'une seule et belle famille. Chapitre 1, l'odeur de la liberté. Juin 1999. Le palais de justice sentait le désinfectant et les rêves brisés, mais jamais Aretha Rice n'avait respiré un air plus doux. Elle était assise sur le banc en bois à l'extérieur de la salle d'audience B du tribunal des affaires familiales, ses mains tremblant alors qu'elle lissait les plis de sa meilleure robe bleue, celle que George avait toujours détestée parce qu'elle la faisait se sentir belle. Amber, 4 ans, se pressait contre son flanc, serrant un lapin en peluche usé nommé Coco, ses yeux sombres écarquillés par ce genre de compréhension qu'aucun enfant ne devrait posséder. « Maman, est-ce que papa va encore crier ?» chuchota Amber, sa petite voix tranchant le silence matinal comme une prière pour la paix. Le cœur d'Aretha se brisa et se recolla simultanément. Elle serra sa fille plus fort contre elle, humant la douce odeur du shampoing pour bébé Johnson qui s'accrochait encore aux cheveux soigneusement tressés d'Amber. « Non, ma chérie. Aujourd'hui, c'est le jour où nous serons en sécurité. Aujourd'hui, c'est le jour où nous serons libres. » Les lourdes portes en bois de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, et l'avocate d'Aretha, Madame Patricia Henderson, émergea avec un dossier assez épais pour raconter l'histoire de 18 mois d'enfer. Derrière elle venait George Thomas, le visage tordu par ce masque familier de rage à peine contenu qui hantait les cauchemars d'Aretha depuis des années. Le costume coûteux de George ne pouvait cacher ce qu'il était vraiment, un homme qui croyait que l'amour signifiait la possession, qui confondait la peur avec le respect. Son avocate, une femme au visage anguleux perché sur des talons de créateur, lui chuchotait urgemment à l'oreille alors qu'il passait, mais l'attention de George était fixée sur Aretha avec l'intensité d'un prédateur jaugeant sa proie. « Ce n'est pas fini, Aretha !» siffla-t-il, la voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « Tu crois qu'un bout de papier va te protéger ? Tu crois que... » Monsieur Thomas. La voix qui coupa la menace de George était calme mais portait le poids d'une autorité absolue. Un jeune homme en costume gris anthracite s'avança depuis les sièges du public, sa présence rendant inexplicablement le couloir du tribunal plus sûr. « Je crois que votre avocate a besoin de vous parler. » Aretha leva les yeux pour se retrouver plongée dans les yeux bleus les plus bienveillants qu'elle ait jamais vus. L'inconnu était grand, mais pas imposant, avec des cheveux châtains clairs et ce genre de visage doux qui suggérait qu'il souriait plus souvent qu'il ne fronçait les sourcils. Il se positionna nonchalamment entre George et Aretha, sa posture protectrice sans être agressive. La mâchoire de George se crispa, mais quelque chose dans le regard stable du jeune homme le fit reculer. « Venez » insista l'avocate de George en tirant sur sa manche. « Nous devons discuter des modalités de garde. » Alors que George s'éloignait en marmonnant des menaces, Aretha se retrouva seule avec sa fille et ce mystérieux protecteur. Amber jeta un coup d'œil derrière la robe de sa mère, étudiant l'étranger avec l'attention minutieuse qu'elle accordait à tous ces derniers temps. « Merci » dit doucement Aretha, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Vous n'étiez pas obligé de... » « Si, je l'étais. » Le sourire de l'homme était chaleureux et sincère, atteignant ses yeux. « Je suis Caspian Whitmore. Je suis désolé. J'observais l'audience aujourd'hui dans le cadre de ma formation en droit de la famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. » Il fit un geste vague vers l'endroit où George s'était tenu. « Certains hommes n'apprennent jamais comment traiter une dame. » Caspian. Le nom résonna dans l'esprit d'Aretha comme une mélodie. Elle n'avait jamais rencontré personne nommé Caspian auparavant, mais cela semblait lui aller parfaitement, un format doux, distinctif mais accessible. « Je suis Aretha Rice », répondit-elle en tendant machinalement la main. Lorsqu'il la prit, sa poigne était ferme mais prudente, calleuse d'une manière qui suggérait qu'il n'avait pas peur du travail honnête.
Et voici ma fille, Amber. Bonjour, mademoiselle Amber. Caspian s'accroupit à la hauteur d'Amber, sa voix prenant ce ton spécial que les adultes utilisent lorsqu'ils aiment vraiment les enfants, et pas seulement lorsqu'ils les tolèrent. C'est un très joli lapin que tu as là. Comment s'appelle-t-il? Coco, dit timidement Amber en levant la peluche. Il chasse les monstres. Quelque chose vacilla sur le visage de Caspian, de la douleur, de la reconnaissance, de la compréhension. Coco a l'air d'être un lapin très courageux. Je parie qu'il excelle pour chasser les monstres. Madame Henderson apparut au coude d'Aretha, son expression mêlant triomphe et épuisement. Aretha, ma chérie, nous devons retourner à l'intérieur. La juge est prête à tout finaliser. L'estomac d'Aretha se noie. C'était le moment. Le moment qui déterminerait si elle et Amber seraient vraiment libres ou si George continuerait de contrôler leur vie à travers des visites obligatoires et une garde partagée. Madame Rice? Caspian se leva, l'expression sérieuse. Puis-je vous accompagner à l'intérieur? Parfois, cela aide d'avoir un visage amical dans le public. Aretha étudia son visage, cherchant le moindre signe d'arrière-pensée qu'elle avait appris à attendre des hommes. Mais tout ce qu'elle vit, c'était une inquiétude sincère et une force tranquille qui lui rappelait son père, mort quand elle avait 17 ans. Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez même pas. Caspian resta silencieux un instant, le regard lointain. Mon père disait toujours qu'une injustice quelque part est une injustice partout, et parfois. Il baissa les yeux vers Amber, qui écoutait avec la concentration intense d'un enfant ayant entendu trop de conversations d'adultes sur son avenir. Parfois, les petites filles ont besoin de voir qu'il existe des hommes bons dans ce monde. Les mots frappèrent Aretha de plein fouet, non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils portaient un espoir qu'elle avait presque oublié. Quand pour la dernière fois quelqu'un avait-il pensé à ce dont Amber avait besoin? Quand pour la dernière fois un homme s'était-il soucié du bien-être de sa fille sans qu'on le lui demande? D'accord, chuchota TL. Merci. La salle d'audience était plus petite qu'Aretha ne l'avait imaginé, avec des lumières fluorescentes qui projetaient tout dans un relief austère. George était assis à la table de la défense avec son avocate, sa posture rigide de fureur à peine contenue. Lorsqu'Aretha entra avec Amber et Caspian, les yeux de George se plissèrent, mais il resta silencieux. La juge Margaret Sullivan était une femme dans la soixantaine, aux cheveux argentés et avec ce genre d'expression sans appel qui suggérait qu'elle avait tout vu du système judiciaire familial. Elle examina le dossier devant elle avec une précision méthodique. Ceci est l'affaire Rice contre Thomas, concernant la dissolution du mariage et la garde de l'enfant mineur, Amber Lynn Thomas, commença la juge Sullivan. J'ai examiné toute la documentation, y compris les rapports de police, les dossiers médicaux et les déclarations des témoins soumis par les deux parties. La main d'Aretha trouva celle d'Amber automatiquement, la serrant doucement alors que sa fille bougeait nerveusement sur son siège. Derrière elle, elle pouvait sentir la présence stable de Caspian comme une encre dans la tempête. Monsieur Thomas, poursuivit la juge, votre demande de garde conjointe est rejetée. Les preuves démontrent clairement un schéma de violence domestique créant un environnement dangereux pour l'enfant mineur. George bondit sur ses pieds. C'est des conneries. Votre honneur, ma femme ment. Elle essaie de monter ma fille contre moi. Monsieur Thomas, vous allez vous asseoir et rester silencieux, ou vous serez tenu pour outrage au tribunal. La voix de la juge Sullivan aurait pu geler le feu. Madame Rice, vous obtenez par la présente la garde physique et légale exclusive d'Amber Lynn Thomas. Monsieur Thomas, vous bénéficiez d'un droit de visite surveillé un samedi sur 2 de 10h à 16h, sous réserve de l'achèvement d'un programme certifié de gestion de la colère et de tests de dépistage de drogues aléatoires. Le marteau tomba avec la finalité du tonnerre, et Aretha sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, non pas de douleur, mais d'un soulagement si profond qu'il lui donna le vertige. Amber était en sécurité. Elles étaient libres. Le rugissement de rage de George résonna dans la salle d'audience alors que son avocate tentait de le retenir. Ce n'est pas fini, Aretha. Tu m'entends? Ce n'est pas fini. Mais ces menaces semblaient vides désormais, impuissantes face à la protection juridique qui les entourait comme une armure. Aretha prit Amber dans ses bras, respirant le doux parfum de sa fille tandis que des larmes de soulagement ruisselaient sur ses joues. Quand elles atteignirent enfin les marches du tribunal, le soleil de juin ressemblait à une bénédiction sur le visage d'Aretha. Atlanta s'étendait devant elle, une ville pleine de possibilités, un endroit où elle pourrait construire une nouvelle vie sans peur. Madame Rice.
Caspian apparut à leur côté, l'expression douce. Avez-vous besoin qu'on vous dépose quelque part? Je pourrais vous appeler un taxi ou... Nous allons bien, dit Aretha rapidement, puis elle adoucit son ton. Mais merci. Pour tout. Vous n'étiez pas obligé de nous aider, mais vous l'avez fait, et je... Elle s'interrompit, ne sachant comment exprimer ce que sa gentillesse signifiait pour quelqu'un qui avait oublié que la gentillesse existait. Caspian fouilla dans la poche de sa veste et sortit une carte de visite. Je sais que vous avez déjà une avocate, mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, un conseil juridique, ou juste quelqu'un à appeler s'il vous dérange encore, n'hésitez pas. Aretha prit la carte, ses doigts effleurant les siens un instant. Le contact envoya une chaleur inattendue le long de son bras, et elle se retrouva à plonger de nouveau dans ses yeux bleus bienveillants. Merci, monsieur Whitmore. Caspian, corrigea-t-il doucement. Et ce fut un plaisir, madame Rice. Alors qu'elle s'éloignait, la main d'Amber bien calée dans la sienne, Aretha glissa soigneusement la carte de visite dans son sac à main. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait qu'elle reverrait Caspian Whitmore. Et pour la première fois depuis des années, cette possibilité ne l'effrayait pas. Chapitre 2, Nouveau départ. Août 1999. L'odeur du jasmin et de l'espoir emplissait l'air alors qu'Aretha Rice tournait la clé de l'appartement 2B pour la toute première fois. 2 mois s'étaient écoulés depuis la victoire au tribunal, et le petit appartement d'une chambre dans l'est d'Atlanta ressemblait à un palais comparé à la prison dont elle s'était échappée. La lumière du soleil pénétrait par des fenêtres qui n'avaient jamais été témoins de violence, projetant des rectangles dorés sur des parquets qui n'avaient jamais été tachés de larmes de peur. « Maman, c'est vraiment à nous ?» demanda Amber, la voix remplie d'émerveillement alors qu'elle passait ses petites mains sur les murs fraîchement peints. À 4 ans, elle avait appris à chuchoter dans leur ancienne maison, mais ici, sa voix pouvait résonner comme des cloches d'église. « Oui, ma chérie, c'est notre maison, notre refuge. » Aretha s'agenouilla près de sa fille, l'attirant dans une étreinte qui sentait les nouveaux départs et la lotion pour bébé. « Personne ne peut nous faire de mal ici. » L'appartement n'était pas grand-chose, juste une chambre qu'elle partagerait, une minuscule cuisine avec des appareils des années 70, et un salon à peine assez grand pour les meubles d'occasion qu'Aretha avait achetés avec ses économies. Mais c'était à elle, payée avec l'argent qu'elle gagnait en nettoyant des immeubles de bureaux la nuit et en aidant Madame Chen à la boutique de fleurs Magnolia Dreams le jour. Aretha avait découvert la boutique de fleurs 3 semaines après la finalisation du divorce, alors qu'elle accompagnait Amber à l'aire de jeu voisine et avait remarqué l'annonce d'embauche sur la vitrine. Madame Chen, une immigrée chinoise de 70 ans aux mains arthritiques et au cœur plus grand que la Géorgie, avait jeté un seul regard à l'expression désespérée d'Aretha et l'avait embauchée sur le champ. « Vous avez des mains douces » avait dit Madame Chen dans son anglais accentué, regardant Aretha arranger un bouquet de roses jaunes. « Les fleurs savent quand quelqu'un a souffert. Elles fleurissent mieux pour ceux qui comprennent la beauté après la douleur. » Travailler avec les fleurs était devenu la thérapie d'Aretha. Chaque matin, elle arrivait à la boutique avant l'aube, préparant des arrangements pour les mariages, les funérailles et les célébrations quotidiennes. Le travail exigeait de la patience, de la créativité et une touche délicate des compétences qu'elle avait développées durant 18 mois à marcher sur des œufs autour du tempérament explosif de George. Cependant, aujourd'hui, sa routine paisible fut interrompue par une crise qui n'avait rien à voir avec les fleurs. Sa Honda Civic de 1987, la voiture qui les avait transportés, elle et Amber, vers la liberté, avait finalement rendu l'âme sur le parking du fleuriste. Le mécanicien, un homme graisseux nommé Bob, aux yeux baladeurs et à l'éthique flexible, prétendait que les réparations coûteraient $800 de l'argent qu'Aretha n'avait tout simplement pas. « Madame Rice, vous êtes sûre de vouloir mettre autant d'argent dans cette vieille chose ?» demanda Bob, appuyé contre le comptoir de son garage comme s'il lui faisait une faveur. « J'ai un pote qui pourrait être intéressé pour l'acheter pour les pièces. » Bien sûr, ce ne serait pas beaucoup, peut-être 200 $. Le cœur d'Aretha sombra. $200 ne couvrirait même pas la compte pour une autre voiture d'occasion, et sans transport, elle ne pouvait pas aller travailler. Sans travail, elle ne pouvait pas payer le loyer. Les murs de sa nouvelle liberté semblèrent soudain se refermer sur elle. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Amber dans leur lit partagé, la question innocente de sa fille lui brisa le cœur. « Maman, pourquoi tu pleures ?»« Je ne pleure pas, ma chérie. Maman est juste fatiguée. » Mais Amber, sage au-delà de ses 4 ans, tendit la main et toucha les larmes sur la joue d'Aretha. « C'est pas grave de pleurer parfois. Coco me l'a dit. »
Le lendemain matin, désespéré et à court d'options, Aretha se souvint de la carte de visite glissée dans son portefeuille. Caspian Whitmore avait dit d'appeler si elle avait besoin de conseils juridiques, et techniquement, c'était une affaire juridique. Le devis de Bob semblait étrangement élevé, et elle avait le sentiment qu'il essayait de profiter d'une mère célibataire sans autres options. Le bureau de Caspian était situé dans une maison victorienne rénovée du quartier de Grand Park, peinte en vert sauge avec des boiseries blanches, et entourée de chênes qui avaient été témoins de toute l'histoire d'Atlanta. Un petit panneau près de la porte d'entrée indiquait « Cabinet Whitmore, droit de la famille, protéger les familles, construire l'avenir ». Aretha hésita sur le porche, la main d'Amber serrée fermement dans la sienne. Et si Caspian ne se souvenait pas d'elle? Et s'il n'avait été gentil au tribunal que par pitié? Mais avant qu'elle ne perde courage et ne fasse demi-tour, la porte d'entrée s'ouvrit et Caspian Whitmore apparut, une mallette dans une main et un mug de café de voyage dans l'autre. Il était habillé plus décontracté qu'au tribunal, pantalon kaki et chemise bleu clair qui donnait à ses yeux la couleur d'un ciel d'été. « Madame Rice !» Son visage s'illumina d'un plaisir sincère, comme si la croisée était la meilleure partie de sa matinée. Quelle merveilleuse surprise! Bonjour, mademoiselle Amber. Comment va Coco? Amber rayonna, sortant son lapin en peluche de son petit sac à dos. Il va bien. Il m'a aidé à être courageuse le premier jour de la maternelle. La maternelle, hein? C'est une grande étape. Apprends-tu beaucoup de choses importantes? J'apprends à écrire mon nom. Tu veux voir? Amber fouillait déjà dans son sac pour trouver le papier sur lequel elle s'était exercée. Aretha observa l'interaction avec un mélange de stupéfaction et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la nostalgie. George n'avait jamais montré un intérêt sincère pour les accomplissements d'Amber. C'est une belle écriture, Amber, dit Caspian sérieusement, examinant le papier couvert de lettres tordues. Tu seras prête pour la grande école avant même de t'en rendre compte. Monsieur Whitmore, commença Aretha avec hésitation. Je suis désolé de vous déranger, mais vous aviez dit. Si jamais j'avais besoin d'un conseil juridique. Bien sûr. Entrez, je vous en prie. Et c'est Caspian, vous vous souvenez? Son bureau était exactement comme Aretha l'avait imaginé, chaleureux, accueillant et rempli de livres. Un grand bureau en acajou dominait un coin, mais le reste de l'espace était aménagé comme un salon, avec des fauteuils confortables et une table basse parsemée de revues juridiques et de livres pour enfants. Dans un coin se trouvait une petite aire de jeu. Une photo encadrée sur son bureau montrait Caspian tenant la magnifique petite fille qu'il avait mentionnée, une enfant aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus vifs. « Est-ce votre fille ?» demanda Aretha en montrant la photo. Quelque chose changea dans l'expression de Caspian, douleur, perte et amour débordant, tout cela mélangé. « Oui, c'est Evangeline. Nous l'appelons Evie. Elle a 2 ans et demi. Elle est magnifique. Elle a vos yeux. Elle a tout le reste de sa mère, dit Caspian doucement, avant de sembler se secouer pour revenir au présent. Mais s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Comment puis-je aider? Aretha expliqua la situation avec sa voiture et le devis suspect du mécanicien. Pendant qu'elle parlait, Caspian prenait des notes, posait des questions réfléchies et ne lui fit jamais sentir qu'elle était stupide de demander de l'aide pour quelque chose d'aussi banal. 800$ pour une réparation de transmission sur une Honda de 12 ans? Caspian fronça les sourcils, tapotant son stylo contre son bloc-notes. Cela semble excessif. Avez-vous le devis écrit? Aretha sortit le papier froissé de son sac et Caspian l'étudia attentivement. Pendant qu'il lisait, Amber se dirigea vers l'espace enfant et commença à construire une tour avec des blocs colorés. Madame Rice. Aretha, je pense que vous avez raison d'être méfiante. Ce devis inclut plusieurs réparations qui ne sont probablement pas nécessaires, et les frais de main-d'œuvre sont gonflés. Seriez-vous d'accord si je passais quelques appels? Je connais des mécaniciens honnêtes dans le coin. Je ne peux pas me permettre de payer votre temps, dit Aretha doucement, l'embarras colorant ses joues. Je suis désolé, je n'aurais pas dû. Arrêtez. La voix de Caspian était douce mais ferme. Vous ne me payez rien. Parfois, aider quelqu'un est un paiement suffisant. 1 heure plus tard, Caspian avait organisé le remorquage de la voiture d'Aretha chez Murphy & Honest Auto Repair, où son ami Danny promit de lui donner une évaluation juste. Il avait également rédigé une lettre ferme au garage de Bob, exigeant qu'il restitue sa voiture sans frais et menaçant de poursuites judiciaires s'il refusait.
Comment avez-vous appris à faire ça? Demanda Aretha alors qu'il marchait vers le parking derrière son bureau. Faire quoi? Faire en sorte que les gens écoutent. Qu'ils vous prennent au sérieux. Caspian resta silencieux un instant, considérant sa question. Mon père était avocat des droits civiques dans les années 60 et 70. Il m'a appris que la loi devait protéger les gens, pas les exploiter. Il disait que chaque personne mérite la dignité, quel que soit son compte en banque ou son passé. Ils atteignirent sa voiture, une berline bleue modeste qui semblait fiable mais pas tapa à accent grave l'œil. En déverrouillant les portes, Aretha aperçut un siège auto à l'arrière. Où est Evie aujourd'hui? Avec ma voisine, Madame Patterson. Elle garde Evie quand j'ai des audiences ou des réunions avec des clients. Il posa sa main sur la portière de la voiture, marquant une pause. Sa mère est morte quand elle est née. Des complications lors de l'accouchement. Donc, c'est juste nous deux maintenant. La douleur dans sa voix était vive et brute, le genre de chagrin que le temps adoucit mais ne guérit jamais complètement. Aretha le reconnut car elle portait sa propre version non pas de la mort, mais de la perte de l'innocence, de la confiance, de la personne qu'elle était avant que les poings de Georges ne lui apprennent à tressaillir. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Cela doit être incroyablement difficile. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais Evie. Elle est incroyable. Elle a ce rire qui pourrait tout guérir, et elle est têtue comme une mule quand elle veut quelque chose. Elle me fait avancer. » Alors qu'il les conduisait chez Murphy & Auto Repair, avec Amber babillant joyeusement à l'arrière à propos de sa nouvelle création en bloc, Aretha se surprit à étudier le profil de Caspian. Il y avait quelque chose de paisible à être dans une voiture avec un homme qui ne conduisait pas agressivement, qui n'insultait pas les autres conducteurs, qui s'assurait que tout le monde avait sa ceinture avant de démarrer le moteur. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle alors qu'ils attendaient à un feu rouge. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Vous ne nous connaissez pas, nous sommes des étrangers. » Caspian lui jeta un coup d'œil, puis regarda la route alors que le feu passait au vert. Peut-être est-ce exactement pour cela. Parfois, les étrangers sont les personnes les plus faciles à aider parce qu'il n'y a pas de complications, pas d'attente. Juste une personne qui en aide une autre parce que c'est la bonne chose à faire. Danny Murphy s'avéra être un ours d'homme avec de la graisse sous les ongles et de l'honnêteté dans les yeux. Après avoir examiné la voiture d'Aretha pendant 30 minutes, il rendit son verdict, la transmission était bonne, mais elle avait besoin d'un nouvel alternateur et d'une batterie. Coût total, main-d'œuvre incluse, $250. Cet autre gars essayait de vous voler aveuglément, dit Danny en secouant la tête avec dégoût. Alors qu'Aretha rédigeait un chèque pour les réparations, utilisant presque tout son fonds d'urgence soigneusement économisé, elle sentit une main sur son épaule. Caspian se tenait à côté d'elle, l'expression sérieuse. « Laissez-moi payer pour ça. »« Absolument pas. »« Aretha, s'il vous plaît. Considérez cela comme un prêt si cela vous fait vous sentir mieux. Vous pourrez me rembourser quand vous le pourrez. » Elle se tourna pour lui faire face, étudiant son visage à la recherche de cette arrière-pensée qu'elle redoutait, mais elle ne vit qu'un désir sincère d'aider venant d'un endroit profond et honnête. « Pourquoi? » chuchota-t-elle. « Parce que vous méritez quelqu'un dans votre coin. Parce qu'Amber mérite de voir sa mère traitée avec respect. Parce que parfois, l'univers met des gens sur notre chemin pour une raison. » Aretha regarda Amber, qui montrait son lapin à Danny. Sa fille riait, totalement sans peur. « D'accord, dit-elle finalement. Mais c'est un prêt. Je vous rembourserai. » Marché conclu. En se serrant la main, Aretha sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une minuscule fissure dans le mur qu'elle avait construit autour de son cœur, laissant entrer le plus petit rayon de quelque chose qui pourrait, un jour, devenir de l'espoir. Chapitre 3 – Les graines de la confiance. Décembre 1999. La neige tombait sur Atlanta en cette veille de Noël, un miracle qui se produisait peut-être une fois tous les 10 ans, et Aretha Rice n'avait jamais rien vu de plus beau. Elle se tenait à la vitrine de la boutique Magnolia Dreams, regardant les gros flocons blancs dériver devant les lampadaires comme des étoiles filantes. La boutique était fermée pour les fêtes, mais elle était restée tard pour finir un arrangement floral pour un mariage le lendemain. La mariée avait spécifiquement demandé des roses blanches et du gypsophile, et Aretha avait passé des heures à confectionner chaque bouquet avec la précision de celle qui trouve un but dans la beauté. Madame Chen l'avait officiellement nommée gérante de la boutique il y a 3 semaines. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui confiait une réelle responsabilité.
4 mois de travail avec les fleurs lui avaient appris que la beauté pouvait éclore n'importe où, même dans les conditions les plus rudes. Parfois, Aretha se sentait comme ces roses d'hiver, abîmées mais pas détruites, marquées mais toujours capables de quelque chose de beau. La clochette au-dessus de la porte tinta, laissant entrer un tourbillon d'air froid. Aretha se retourna, s'attendant à voir Madame Chen, mais trouva Caspian Whitmore dans l'encadrement de la porte avec une petite enfant blonde emmitouflée dans un manteau rouge vif. « Je suis désolé, dit-il rapidement, de la neige poudrant ses cheveux noirs. J'ai vu de la lumière et j'ai pensé que vous étiez peut-être encore ouverte. Nous pouvons revenir demain. Non, s'il vous plaît, entrez. » Aretha posa son sécateur et s'avança vers eux, notant comment la petite fille s'accrochait à la main de Caspian. « Tu dois être Evie. » L'enfant jeta un coup d'œil derrière les jambes de son père. À 2 ans et demi, Evie Whitmore était aussi belle que sur sa photo, avec des boucles blondes s'échappant de son bonnet tricoté. « Papa, ça sent comme le jardin de maman, » chuchota Evie, la voix remplie d'émerveillement. Le visage de Caspian se crispa d'une douleur si brève qu'Aretha l'aurait manqué si elle n'avait pas appris à reconnaître le chagrin sous toutes ses formes. « Séraphina aimait jardiner, » expliqua-t-il doucement. Elle faisait pousser les roses les plus incroyables. « Quel genre ?» demanda Aretha, les guidant plus profondément dans la boutique. « Des roses blanches surtout. » Elle disait qu'elles lui rappelaient les robes de mariée et les premières communions, tous les moments purs de la vie. Le cœur d'Aretha se serra pour cet homme qui parlait de sa défunte épouse avec une telle révérence. Elle alla vers la chambre froide et sélectionna soigneusement 3 roses blanches parfaites, les arrangeant avec du et un ruban blanc. « Pour Séraphina, » dit-elle simplement en lui tendant le petit bouquet. « C'est offert. » Caspian fixa les fleurs, sa gorge se nouant sous l'émotion. « Merci », parvint-il à dire finalement. « C'est incroyablement gentil. »« Papa, est-ce que c'est pour maman ?» demanda Evie, touchant délicatement un pétale. « Oui, ma chérie. Nous les apporterons pour rendre visite à maman demain. » Aretha sentit ses yeux brûler de larmes qu'elle ne pouvait pas verser devant cette petite fille courageuse qui passerait le matin de Noël sur la tombe de sa mère. L'injustice de la situation frappa Aretha de plein fouet. « Voulez-vous un peu de chocolat chaud ?» demanda-t-elle impulsivement. « J'allais justement m'en faire. » Ce n'était pas vrai, mais le mensonge semblait nécessaire. Caspian avait l'air d'avoir besoin de chaleur et de compagnie. « Nous ne voulons pas déranger. »« Vous ne dérangez pas. S'il vous plaît. » Aretha les conduisit dans la petite salle de pause. Tandis qu'elle chauffait du lait, Caspian aida Evie à enlever son manteau. « Madame Rice, où est votre petite fille ?» demanda Evie en acceptant un mug de chocolat chaud surmonté de mini guimauve. « Amber est avec sa grand-mère à Savannah pour Noël, » expliqua Aretha. « Ma maman voulait la gâter avec des cadeaux et de la tarte aux patates douces. » La vérité était que Delilah et Rice avaient insisté pour prendre Amber afin de donner une pause à Aretha, inquiète que sa fille ne travaille trop. « Est-ce que tu es seule sans elle ?» demanda Evie avec la franchise des petits-enfants. « Un peu, » admit Aretha. « Mais j'ai les fleurs pour me tenir compagnie. »« Les fleurs sont de bonnes amies, » approuva Evie sérieusement. « Elles ne crient pas et ne cassent rien. » Le commentaire innocent resta suspendu dans l'air, et Aretha vit l'expression de Caspian s'aiguiser de compréhension. Cet enfant, malgré son jeune âge, avait appris la même leçon qu'Amber, que les voix fortes et les choses brisées étaient des avertissements à craindre. « Non, ma chérie, » dit doucement Aretha. « Les bons amis ne crient jamais et ne cassent rien. Les bons amis sont doux et gentils. » Elle croisa le regard de Caspian. Il y avait de l'admiration, et quelque chose de plus profond, une reconnaissance entre 2 personnes qui avaient appris à valoriser la douceur parce qu'elles en avaient connu l'absence. « Evie, » dit soudain Caspian, « aimerais-tu aider Madame Rice avec ses fleurs ? Je parie qu'elle pourrait t'apprendre à faire un bouquet. » Pendant l'heure suivante, Aretha guida Evie à travers les bases de l'arrangement floral. Evie était douée, ses petites mains étonnamment stables. Caspian observait depuis une chaise voisine, regardant sa fille s'épanouir sous les instructions patientes d'Aretha. Il y avait quelque chose de magique à regarder ces 2 personnes, l'une petite et innocente, l'autre marquée mais guérissant, à créer de la beauté ensemble. « Regarde, papa. J'ai fait des fleurs de Noël. Elles sont absolument magnifiques, ma chérie. Est-ce qu'on peut revenir et faire plus de fleurs ?» demanda Evie avec espoir. « Si cela ne dérange pas Madame Rice d'avoir des visiteurs, » dit Caspian prudemment. « J'adorerais ça, » répondit Aretha, et elle le pensait vraiment.
La neige tombait plus fort lorsqu'ils se préparèrent à partir. Merci, dit Caspian alors qu'il se tenait près de la porte. Pour les fleurs, pour le chocolat chaud, pour avoir été si merveilleuse avec Evie. C'était la meilleure partie de notre veille de Noël. Merci d'être passé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de compagnie. Il y eut un moment de silence, confortable et chaleureux. Aretha se surprit à regarder dans les yeux de Caspian et à voir quelque chose qui faisait battre son cœur un peu plus vite, non pas de la peur, mais une possibilité. Aretha, dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Aimeriez-vous dîner avec moi un de ces jours? Rien de chic, juste un dîner. Peut-être pourrions-nous emmener les filles à ce nouveau restaurant familial sur Ponce. La question était là, comme un pont qu'elle pouvait choisir de traverser. 6 mois plus tôt, l'idée de dîner avec un homme lui aurait donné une crise de panique. Mais c'était Caspian. J'aimerais beaucoup, dit-elle doucement. Bien. Je vous appellerai après Noël. Alors qu'il s'éloignait, Evie se retourna pour faire signe à travers la vitrine. Aretha fit un signe en retour, restant à la fenêtre longtemps après que leurs feux arrière eurent disparu dans la neige tourbillonnante. Pour la première fois depuis son divorce, la veille de Noël ne semblait pas solitaire. Cela ressemblait au début de quelque chose de fragile et précieux. Comme des fleurs en hiver, l'amour exigeait de la patience, de la protection et la foi que le printemps finirait par arriver. Chapitre 4, Cœur en fleurs. Printemps 2000. Les cerisiers en fleurs du parc Piémont avaient éclaté de vie du jour au lendemain, peignant Atlanta de nuances roses et blanches. Aretha marchait lentement le long du sentier bordé d'arbres, Amber, 5 ans, sautillant devant, tandis qu'Evie, 3 ans, trottinait à ses côtés. Mademoiselle Aretha, regarde. Appela Amber. Elles sont de la même couleur que les roses dans ta boutique. Derrière elle, Caspian portait un panier de pique-nique et une couverture. 6 semaines de sorties régulières le dimanche après-midi les avaient transformés d'étrangers en quelque chose qui ressemblait remarquablement à une famille. Les mois d'hiver avaient été bienveillants pour eux deux. Aretha avait été promue assistante de direction, et le cabinet de Caspian prospérait. « Papa, est-ce qu'on peut nourrir les canards aujourd'hui » demanda Evie en tirant sur la main libre de Caspian. « C'est exactement ce que nous allons faire, princesse. » Ils s'installèrent sur une couverture près du lac. Aretha avait préparé des sandwichs, et Caspian avait apporté des biscuits faits maison. « Ils sont incroyables, » dit Aretha en croquant dans un cookie. « Vous les avez faits vous-même ? » Ne soyez pas si surprise, rit Caspian. Je suis un homme aux nombreux talents cachés. Cité en 3, défia Aretha, appréciant la plaisanterie facile qui s'était développée entre eux. Eh bien, je sais faire des cookies, je peux changer un pneu en moins de 10 minutes, et je peux chanter chaque chanson de la petite sirène de mémoire. Papa chante quand il me donne le bain, annonça fièrement Evie. Il est très fort pour la chanson du crabe. Sous l'océan, chanta Caspian avec un accent caribéen étonnamment bon, faisant fondre les 2 filles en gloussements. Sous l'océan, Doudou, c'est bien mieux, tout le monde est heureux, sous l'océan. Aretha se surprit à rire plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Quel contraste avec Georges, qui considérait toute manifestation de joie ou de bêtise comme étant indigne de lui. À votre tour, dit Caspian quand les filles furent parties courir après les papillons. 3 talents cachés. Aretha réfléchit sérieusement. Je parle couramment espagnol, je fais une tarte aux patates douces d'enfer, et je peux nommer chaque fleur de ce parc. Espagnol? Vraiment? Mon premier emploi après le lycée était dans un hôtel. Le personnel de ménage m'a appris. C'était la première fois que je réalisais à quel point le monde était grand au-delà de mon petit coin de Géorgie. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter de travailler à l'hôtel? La question était décontractée, mais Aretha entendit la curiosité plus profonde derrière. J'ai rencontré Georges, dit-elle simplement. Il n'aimait pas que je travaille là-bas. Il disait que ce n'était pas approprié pour sa petite amie de nettoyer derrière des étrangers. La mâchoire de Caspian se crispa presque imperceptiblement. Alors vous avez démissionné? J'avais 19 ans et je pensais être amoureuse. Je pensais qu'il me protégeait. Il avait cette façon de rendre son comportement contrôlant romantique. Il m'a fallu longtemps pour comprendre la différence entre protection et possession. Je suis désolé, dit Caspian doucement. Le plus dur a été de me perdre petit à petit sans même réaliser que cela arrivait. Ils restèrent assis dans un silence confortable,
regardant les filles qui ramassaient maintenant des fleurs de cerisier tombées. Puis-je vous demander quelque chose, dit finalement Aretha. Bien sûr. Vous inquiétez-vous jamais de sortir à nouveau avec quelqu'un? De ce que cela pourrait signifier pour Evie? Caspian resta silencieux si longtemps qu'Aretha se demanda si elle avait franchi une limite invisible. Chaque jour, admit-il. Sérafina et moi avons eu si peu de temps ensemble. Parfois, j'ai l'impression de trahir sa mémoire rien qu'en pensant à aller de l'avant. Mais vous y pensez. Je pense à vous, dit-il simplement, se tournant pour croiser son regard. Je pense à vous quand je travaille sur des dossiers et que je sens les fleurs sur votre bureau. Je pense à vous quand je m'endors et que je me demande si ce sentiment dans ma poitrine pourrait être le bonheur qui recommence à pousser. Le souffle d'Aretha se bloqua dans sa gorge. Caspian. Je sais que nous avons tous les deux des raisons d'être prudents, continua-t-il. Je sais que vous avez besoin de temps pour guérir. Mais je sais aussi que ce que je ressens quand je suis avec vous est quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. Avant qu'Aretha ne puisse répondre, Amber revint en courant vers la couverture, les mains pleines de fleurs de cerisier. Maman, regarde. Je les ai cueillies pour toi parce qu'elles sont de la même couleur que les roses qui t'ont fait sourire hier. Elles sont magnifiques, ma chérie. Merci. Alors qu'Amber s'installait à côté d'Evie pour tresser des couronnes de fleurs, Aretha les regarda, s'émerveillant de la facilité avec laquelle elles s'étaient acceptées comme des sœurs. Elles auront le cœur brisé si nous gâchons tout, dit-elle doucement. Alors nous ne gâcherons rien, répondit Caspian. Nous irons doucement. Mais Aretha, je ne veux pas passer le reste de ma vie à me demander ce qui se serait passé si j'avais été assez courageux pour essayer. Les filles finirent leurs couronnes de fleurs et insistèrent pour les placer sur la tête des adultes, éclatant de rire devant leur allure. Alors qu'ils remballaient le pique-nique, Evie prit la main d'Aretha tandis qu'Amber réclamait celle de Caspian. Mademoiselle Aretha, demanda Evie alors qu'il retournait vers le parking, est-ce que vous allez être ma maman maintenant? La question innocente arrêta net. Elle regarda Caspian, qui semblait tout aussi surpris qu'elle par la franchise de sa fille. Mon cœur, commença Caspian avec précaution. Mademoiselle Aretha est notre amie très spéciale. Nous n'avons pas besoin de nous soucier des étiquettes pour l'instant. Mais je veux qu'elle soit ma maman, insista Evie avec l'obstination tenace d'une enfant de 3 ans. Elle sent les fleurs, elle ne crie pas, et elle te fait sourire comme tu souriais sur les photos avec ma première maman. Aretha s'agenouilla à la hauteur d'Evie, son cœur se brisant et guérissant simultanément. Ma chérie, je tiens énormément à toi et à ton papa, mais ce sont des sentiments d'adultes qui prennent du temps à comprendre. Pour l'instant, peux-tu juste être heureuse que nous soyons tous des amis qui aiment passer du temps ensemble? D'accord, consentit Evie, mais je vais quand même faire ce vœu quand je soufflerai mes bougies d'anniversaire. Lorsqu'ils atteignirent leur voiture, Caspian prit doucement la main d'Aretha. Un dîner cette semaine? Juste tous les deux? J'aimerais beaucoup, répondit-elle, et elle le pensait de chaque fibre de son être. Vendredi soir? Je passerai te prendre à 7 heures? C'est un rendez-vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés de promesses et de possibilités. Alors qu'elle rentrait chez elle avec Amber qui jacassait à propos de leur merveilleuse journée, Aretha réalisa que pour la première fois depuis des années, elle avait hâte d'être à demain, à la semaine prochaine, à cet avenir qui se déployait lentement comme les fleurs de cerisier au printemps. Chapitre 5, Tempête et refuge, été 2000 à hiver 2001. Le bruit de verre brisé dans le parking glaça le sang d'Aretha, bien qu'elle fût en sécurité à l'intérieur de Magnolia Dream, les portes verrouillées et le système d'alarme activé. Il était 10 heures, par une soirée humide de juillet, et elle était restée tard pour préparer des arrangements floraux pour un mariage le lendemain matin. À travers la vitrine avant, elle pouvait voir la silhouette familière de George zigzaguer entre les voitures garées, une bouteille de bière à la main, la rage irradiant de chaque ligne de son corps. Aretha. Sa voix porta dans l'air estival, pâteuse et dangereuse. Je sais que tu es là-dedans. Sors et parle-moi comme une femme. Les mains tremblantes, Aretha attrapa le téléphone et composa le numéro qu'elle avait mémorisé 6 mois plus tôt. Caspian répondit à la deuxième sonnerie, et le son de sa voix fut comme une bouée de sauvetage lancée à une femme en train de se noyer. C'est Georges, chuchota-t-elle. Il est là, il est ivre, et je crois qu'il va essayer d'entrer par effraction. J'appelle la police tout de suite, et ensuite je viens te chercher. Ne quitte pas ce bâtiment, tu m'entends? Reste exactement où tu es. À travers la vitre,
Areta regarda Georges ramasser une autre bouteille de bière dans la caisse qu'il avait apparemment apportée avec lui. Il la lança contre la vitrine de la boutique de fleurs, où elle explosa en une pluie de verre brun et de mousse. « Tu te crois trop bien pour moi maintenant » hurla Georges. « Tu penses que ton avocat de petit ami va te protéger? Je suis le père d'Amber. J'ai des droits. » La police arriva en 10 minutes, leur gyrophare rouge et bleu peignant le parking de couleur qui rappelait à Areta les bleus que Georges laissait autrefois sur ses bras. Elle observa à travers la vitre alors qu'ils s'approchaient de lui, mains sur leurs armes, criant des ordres qu'elle ne parvenait pas tout à fait à entendre. L'arrestation de Georges fut rapide et efficace, mais Areta resta figée derrière le comptoir jusqu'à ce que le doux coup de Caspian à la porte arrière la convainquît enfin qu'elle pouvait bouger en toute sécurité. « Es-tu blessé ?» Il l'enveloppa dans ses bras avant qu'elle ne pût répondre, et Areta fondit dans son étreinte, inspirant l'odeur de son eau de Cologne et la sécurité qu'il représentait. « Je vais bien » parvint-elle à dire, bien que sa voix tremblât. Il n'est pas entré, il a juste. Il a jeté des bouteilles et crié. « Les filles ? Chez ma mère à Savannah pour la semaine, Dieu merci. » Caspian se recula pour regarder son visage, ses yeux sombres d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait à une fureur à peine contenue. « Ça finit maintenant, Areta. Demain matin, nous demandons une modification de l'ordonnance restrictive, et je vais m'assurer qu'ils comprennent que te harceler a des conséquences juridiques. Il sera juste encore plus en colère. Qu'il soit en colère. La colère derrière les barreaux ne peut pas te faire de mal. » Ils restèrent assis dans sa voiture sur le parking pendant que la police finissait son rapport, la tête d'Areta sur l'épaule de Caspian alors qu'elle essayait d'arrêter de trembler. 6 semaines de relation avaient approfondi leur lien en quelque chose de stable et sûr, bâti sur des dîners du dimanche partagés, des appels téléphoniques tardifs et la certitude grandissante que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était réel et durable. « Je suis désolé, murmura-t-elle. De quoi? D'apporter ce chaos dans ta vie, de vous mettre, toi et Evie, en danger juste en étant avec vous. » Caspian se tourna pour lui faire face complètement, ses mains douces sur ses épaules. « Areta Mary Rice, écoute-moi bien. Tu n'es pas responsable de son comportement. Tu n'es pas le chaos. Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée, à moi et à Evie, depuis la mort de Serafina, et je ne laisserai pas cet homme te faire croire le contraire. » L'utilisation de son nom complet, prononcé avec une telle tendresse féroce, débloqua quelque chose dans la poitrine d'Areta. Elle retenait son souffle depuis des mois, attendant que Caspian réalise que l'aimer venait avec des complications, que son passé jetterait toujours des ombres sur leur avenir. « Je t'aime, dit-elle, les mots jaillissant avant qu'elle ne pût les arrêter. Je t'aime, et ça me terrifie parce que je ne sais pas comment aimer quelqu'un sans me perdre moi-même. Alors nous apprendrons ensemble, dit simplement Caspian. Parce que je t'aime aussi, et je ne vais nulle part. » Leur premier vrai baiser eut lieu sur le parking d'une boutique de fleurs, entouré de verres brisés, au goût de larmes salées et de promesses qu'ils étaient enfin assez courageux pour faire. À Noël 2000, leur vie s'était si complètement entremêlée qu'Areta se souvenait à peine de ce qu'était la solitude. Elle se réveilla dans son propre appartement le matin de Noël, mais 1 heure plus tard, elle était chez Caspian, l'aidant à faire des pancakes pendant qu'Amber et Evie déchiraient les cadeaux avec la détermination résolue d'enfants qui avaient été très sages toute l'année. « Papa, regarde. » Evie brandit une maison de poupées que Caspian avait passé 3 semaines à assembler en secret. Elle a de vrais minuscules meubles. Mademoiselle Areta, merci pour le kit de fleurs. Amber serrait contre elle son set de jardinage pour enfants, complet avec graines, petits outils et un arrosoir décoré de tournesol. La maison de Caspian était une modeste demeure coloniale à 2 étages dans le quartier de Virginia Island, avec du parquet, une cheminée qui fonctionnait vraiment et un jardin assez grand pour le potager dont rêvait Areta. Plus important encore, elle ressemblait à un foyer d'une manière que son appartement n'avait jamais eu, habité et aimé, rempli de rire et du chaos confortable de la vie de famille. « Il y a encore un cadeau, » dit Caspian après que les filles se furent installées pour jouer avec leurs nouveaux jouets. Il sortit une petite boîte emballée de derrière le sapin de Noël, son expression nerveuse et pleine d'espoir. Le cœur d'Areta s'arrêta. La boîte n'avait pas la bonne taille pour une bague de fiançailles, mais après 8 mois ensemble, elle avait commencé à se demander s'ils avançaient vers quelque chose de permanent. À l'intérieur se trouvait une clé en laiton, fraîchement taillée, attachée à un porte-clés en forme de fleur de magnolia. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit rapidement Caspian. « Je veux dire, c'est ce que tu crois, mais pas ce que tu crois. » Il prit une profonde inspiration et réessaya.
Je veux que toi et Amber emménagiez avec moi et Evie. Je veux que nous soyons une famille officiellement. Je veux me réveiller avec toi tous les matins et m'endormir avec toi tous les soirs. Je veux aider Amber pour ses devoirs et lui apprendre à faire du vélo. Je veux qu'Evie ait une mère qui l'aime autant que moi. Aretha fixa la clé, sa vision brouillée par des larmes qu'elle ne pouvait contrôler. Caspian. Je sais que c'est une grande étape. Je sais que nous n'avons pas encore parlé de mariage et je ne veux pas que tu penses que je te mets la pression. Il s'agit de construire quelque chose ensemble, de prendre notre temps, de voir comment nous fonctionnons en tant que famille avant de rendre cela légal. Et Serafina? La question sortit plus doucement qu'Aretha ne l'avait voulu, mais elle pesait sur son cœur depuis des mois. Caspian resta silencieux un moment, réfléchissant à sa réponse. Serafina sera toujours la première mère d'Evie, et j'aimerais toujours le souvenir de ce que nous avons eu. Mais tu vas être la vraie mère d'Evie, celle qui lui apprend les fleurs et le pardon, qui lui tresse les cheveux, l'aide à traverser ses chagrins d'amour et célèbre ses victoires. Serafina a donné la vie à Evie, mais tu vas lui donner tout ce qui vient après. À travers l'ouverture vers le salon, il pouvait entendre les filles jouer ensemble, leurs voix se mêlant dans le genre d'harmonie qui suggérait qu'elles avaient été sœurs toute leur vie. Qu'en pensent les filles? Demanda Aretha. Pourquoi ne pas leur demander? Lança Caspian vers le salon. Amber, Evie, vous pouvez venir ici une minute? Les filles apparurent à la porte de la cuisine, Evie portant sa nouvelle poupée et Amber portant toujours les gants de jardinage de son kit. Que diriez-vous si mademoiselle Aretha et Amber venaient vivre avec nous? Demanda Caspian. Si nous vivions tous dans la même maison comme une vraie famille? Oui. Hurla Evie, se jetant sur Aretha avec assez de force pour presque la faire tomber de sa chaise. Je veux que mademoiselle Aretha soit ma maman pour toujours et à jamais. Amber fut plus réservée, étudiant les adultes avec la considération prudente d'un enfant qui avait appris à ne pas faire confiance aux promesses trop rapidement. Est-ce qu'on serait toujours en sécurité? Est-ce que mon papa n'aurait toujours pas le droit de nous faire du mal? La question brisa le cœur d'Aretha et l'emplit de fierté simultanément. À 5 ans, Amber apprenait déjà à se protéger, à réfléchir de manière critique aux choix qui affecteraient son avenir. Ma chérie, Aretha s'agenouilla au niveau de sa fille, Monsieur Caspian est avocat. Il connaît toutes les lois qui gardent les méchants loin des gentils. Vivre ici nous rendrait encore plus en sécurité parce que nous l'aurions pour nous protéger. Et je vous protégerai toujours, toujours toutes les deux, ajouta solennellement Caspian. C'est ce que font les papas pour leur famille. Tu veux être mon papa? Demanda Amber, et l'espoir dans sa voix était si pur qu'il fit pleurer tous les adultes dans la pièce. Plus que tout au monde, si tu es d'accord. Amber réfléchit gravement, puis hocha la tête. D'accord. Mais je garde mon lapin. Coco est toujours le bienvenu ici. Rit Caspian en essuyant ses yeux. Elles emménagèrent le jour de l'an 2001, sous une tempête de neige qui transforma le processus en aventure plutôt qu'en corvée. Madame Patterson aida avec Evie pendant que Caspian et Aretha emballaient l'appartement d'Aretha, et le soir venu, ils étaient tous installés dans leur nouvelle maison, mangeant des plats chinois à emporter devant la cheminée pendant que les filles construisaient un fort avec les cartons de déménagement. Pas de regret? Demanda Caspian alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, regardant leur fille glousser à propos d'une blague privée. Seulement celui de ne pas l'avoir fait plus tôt, répondit Aretha, et elle le pensait de chaque fibre de son être. Cette nuit-là, allongée dans les bras de Caspian dans le lit qu'ils partageraient pour le reste de leur vie, Aretha s'émerveilla de voir à quel point son monde avait changé. 18 mois auparavant, elle était une femme effrayée fuyant un mariage violent, avec rien d'autre qu'une fille et un espoir désespéré de quelque chose de mieux. Maintenant, elle avait un homme qui aimait ses cicatrices autant que sa force, une fille qui s'épanouissait dans un environnement d'amour inconditionnel, et une belle-fille qui l'avait réclamée comme maman avec la certitude féroce d'un enfant qui savait qu'il était désiré. Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant le monde d'une promesse blanche. À l'intérieur, 4 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente s'installaient dans le rythme de l'éternité. Chapitre 6, Bâtir des rêves, 2001 à 2005. Le soleil matinal filtrant à travers les vitraux de la chapelle du cimetière d'Auckland peignait des motifs arc-en-ciel sur la robe blanche d'Aretha alors qu'elle s'avançait vers l'homme qui deviendrait son haut pour toujours. Le 14 avril 2001 se leva clair et chaud, avec des fleurs de cornouiller encadrant la chapelle historique comme des décorations de mariage naturel. Aretha avait choisi ce lieu non pour sa grandeur, mais pour ses jardins, des hectares d'arbres en fleurs et de sentiers paisibles où elle et Caspian s'étaient promenés de nombreux dimanches après-midi,
planifiant leur avenir avec l'espoir prudent de deux personnes ayant appris que l'amour était précieux précisément parce qu'il pouvait être perdu. Delilah Mae Rice marchait aux côtés de sa fille, resplendissant en soi lavandée en larmes de joie. À 54 ans, Delilah s'était inquiétée de ne jamais revoir Aretha vraiment heureuse, et regarder sa fille rayonner avec la confiance d'une femme profondément aimée valait toutes les prières qu'elle avait murmurées au cours des 2 dernières années. « Tu es sûre de toi, ma petite fille ?» chuchota Delilah alors qu'elle marquait une pause aux portes de la chapelle. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, » répondit Aretha, et la certitude dans sa voix fit chanter le cœur de sa mère. La chapelle était petite et intime, remplie des personnes qui les avaient soutenues tout au long de leur voyage, de la brisure à la guérison. Madame Chen était assise au premier rang à côté de Madame Patterson, les deux femmes rayonnant de la fierté de mère de substitution. Les amis de fac de droit de Caspian occupaient un côté, tandis que les collègues d'Aretha de Magnolia Dream remplissaient l'autre. Mais les yeux d'Aretha ne trouvaient que Caspian, debout à l'autel dans un costume gris anthracite qui donnait à ses yeux bleus la couleur d'un ciel d'été. À ses côtés se tenait son témoin, Danny Murphy du garage automobile, souriant si largement que son visage semblait sur le point de se fendre. Au début de l'allée, Amber et Evie attendaient dans des robes roses pâles assorties, serrant toutes deux de petits bouquets de roses blanches et de gypsophiles. À 6 et 4 ans, elles comprenaient qu'aujourd'hui était le jour où leur famille deviendrait officielle, et leur excitation était contagieuse. Bien-aimé, commença le révérend Jackson, un homme doux de 70 ans qui avait accepté de célébrer la cérémonie malgré la demande peu conventionnelle d'Aretha d'écrire leurs propres vœux. Nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour être témoins de l'union de Caspian et Aretha, mais pour célébrer la création d'une famille bâtie sur l'amour, la confiance et le courage de croire aux secondes chances. Vint le moment des vœux. Caspian parla le premier, la voix stable malgré les larmes dans ses yeux. « Aretha, quand je t'ai rencontré, j'étais un homme apprenant à vivre avec la moitié d'un cœur. Tu n'as pas seulement guéri ce qui était brisé, tu m'as montré que l'amour pouvait être plus grand que la perte, plus fort que la peur et plus profond que je ne l'avais jamais imaginé possible. Aujourd'hui, je promets non seulement de t'aimer, mais d'aimer Amber comme ma propre fille, de vous protéger toutes les deux avec tout ce que j'ai, et de bâtir avec toi un foyer où le rire est plus fort que les larmes et l'espoir plus fort que le souvenir. » Les vœux d'Aretha vinrent d'un cœur si plein qu'elle pouvait à peine parler. « Caspian, tu m'as appris que la douceur n'est pas une faiblesse, que la protection ne requiert pas la possession, et que le véritable amour te rend plus toi-même, pas moins. Tu m'as rendu ma voix, mes rêves et ma foi en demain. Aujourd'hui, je promets de t'aimer à travers chaque saison, d'élever nos filles ensemble avec sagesse et émerveillement, et de te choisir chaque jour pour le reste de nos vies. » Les alliances qu'ils échangèrent étaient de simples anneaux d'or, mais elles représentaient tout, des promesses tangibles, l'amour ayant pris forme. « Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de Géorgie, » sourit le révérend Jackson, « je vous déclare maintenant mari et femme. Caspian, vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser fut doux et sucré, au goût d'éternité et de nouveau départ. Lorsqu'ils se tournèrent pour faire face à leurs invités en tant que M et Madame Whitmore, la chapelle éclata en acclamations et applaudissements. Mais le moment le plus magique survint lors de la sortie, quand Amber tira sur la veste de Caspian et chuchota, « Est-ce que je peux t'appeler papa maintenant ?»« J'en serais honoré, » répondit Caspian en la soulevant dans ses bras tandis qu'Evie réclamait la main d'Aretha. La réception eut lieu dans les jardins de la chapelle, avec des tables dispersées sous les cornouillers en fleurs et des guirlandes lumineuses scintillant au-dessus de leurs têtes comme des étoiles capturées. Madame Chen avait insisté pour fournir les fleurs, des cascades de roses blanches, de pivoine et de jasmin qui emplissaient l'air du soir de leur parfum. Durant leur première danse sur Atlas d'Etta James, Aretha s'émerveilla de la perfection avec laquelle elle s'emboîtait dans les bras de Caspian, du naturel avec lequel ils bougeaient ensemble, de la justesse absolue de tout cela. « Pas de regret » murmura-t-il à son oreille. « Seulement qu'il nous ait fallu si longtemps pour nous trouver, » répondit-elle. « Nous nous sommes trouvés exactement quand nous le devions, » dit Caspian. « Pas un instant plus tôt, pas un instant plus tard. » Les années qui suivirent passèrent comme les pages d'un livre bien-aimé, pleines de moments ordinaires qui semblaient extraordinaires lorsqu'ils étaient partagés avec les bonnes personnes. Ils achetèrent une maison dans le quartier de Candley Park fin 2001, un bungalow des années 1920 avec du parquet, un porche avant parfait pour les conversations du soir, et un jardin assez grand pour le potager de rêve d'Aretha. Les filles aidèrent à planter leurs premiers légumes ce printemps-là, tomates, herbes et fleurs arrangées en rangées soignées qui deviendraient plus sauvages et plus belles à chaque saison passée. Le cabinet d'avocats de Caspian prospérait à mesure que se répandait la réputation de l'avocat qui se souciait sincèrement du bien-être de ses clients au-delà de leurs problèmes juridiques.
Il se spécialisa en droit de la famille et dans les affaires de violence domestique, travaillant souvent pro bono pour des femmes qui lui rappelaient la personne effrayée mais déterminée qu'était Aretha lors de leur première rencontre. La carrière d'Aretha s'épanouit également. Lorsque Madame Chen décida de prendre sa retraite en 2003, elle vendit Magnolia Dream à Aretha pour un prix si raisonnable que c'était essentiellement un cadeau. Cette boutique a toujours été destinée à être la tienne, dit la vieille dame. Tu comprends que les fleurs sont plus que de la beauté, elles sont de l'espoir. Sous la direction d'Aretha, Magnolia Dream devint plus qu'un fleuriste. Elle embaucha 3 autres femmes, toutes survivantes de circonstances difficiles, et créa un environnement où les secondes chances fleurissaient aussi naturellement que les roses dans ses chambres froides. La réputation de la boutique grandit, décrochant des contrats avec plusieurs hôtels et lieux d'événements à travers Atlanta. Les filles s'épanouissaient dans leur environnement stable et aimant. Amber excellait à l'école, montrant une aptitude particulière pour la lecture et l'écriture, tandis qu'Evie se découvrait une passion pour la science et passait des heures dans le jardin à étudier les insectes et les modèles de croissance des plantes. En 2004, Caspian adopta formellement Amber, un processus qui nécessitait le consentement de George. À la surprise de tous, George signa les papiers sans se battre. La prison l'avait vieilli, et la colère qui le définissait autrefois semblait s'être consumée, laissant derrière elle un homme fatigué qui comprenait enfin qu'il avait perdu sa famille par ses propres choix. « Je veux juste qu'elle soit en sécurité, » dit George lors de la brève audience au tribunal, « et je sais qu'elle l'est avec vous. » C'était la première fois qu'Aretha le voyait en 3 ans, et elle ne ressentit que de la pitié pour cet homme brisé qui ressemblait peu au monstre qui avait hanté ses rêves. En 2005, leur vie s'était installée dans ce genre de rythme confortable qui vient d'un profond contentement. Amber avait 10 ans et parlait déjà de devenir avocate comme son papa, tandis qu'Evie, 8 ans, annonçait son intention de devenir une scientifique des fleurs pour créer de nouvelles variétés de roses. Les dîners dominicaux chez Delilah à Savannah devinrent des traditions mensuelles, la vieille dame gâtant ses petites filles et offrant sa douce sagesse au jeune couple qui avait bâti quelque chose de beau sur les cendres de leur chagrin séparé. « Tu sais ce que j'aime le plus en vous regardant tous les deux, » dit Delilah un soir alors qu'ils étaient assis sous son porche, regardant les filles chasser les lucioles dans le crépuscule grandissant. « Quoi donc, maman » demanda Aretha, confortablement installée sur la balancelle avec le bras de Caspian autour de ses épaules. « Vous ne cessez jamais de devenir. Tant de couples se marient et pensent que le travail est fini, mais vous deux continuez de grandir pour devenir de meilleures versions de vous-même. Caspian te rend plus courageuse et tu le rends plus doux, et tous les deux, vous faites croire à ces enfants qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent. » Alors qu'ils rentraient chez eux cette nuit-là, les filles endormies sur la banquette arrière et la ligne d'horizon d'Atlanta brillant au loin, Aretha réfléchit à la transformation complète de son monde. 4 ans auparavant, elle était une mère célibataire effrayée, sans perspective et sans espoir. Maintenant, elle était une femme d'affaires accomplie, une épouse aimée et une mère de 2 filles qui ne douteraient jamais de leur valeur ni n'accepteraient moins que ce qu'elles méritaient. « À quoi penses-tu » demanda Caspian en tendant la main pour presser la sienne. « Je compte juste mes bénédictions, » répondit Aretha, « et je me demande ce que nous avons fait pour mériter autant de bonheur. » « Nous avons survécu, » dit simplement Caspian. « Nous avons choisi l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir. Nous avons gagné ce bonheur en refusant de laisser notre passé définir notre avenir. » Cette nuit-là, alors qu'elle bordait les filles et embrassait son mari pour lui souhaiter bonne nuit, Aretha offrit une prière de gratitude pour la longue route qu'il avait menée chez elle, vers cette vie, ces gens, cet amour qui semblait aussi infini que le ciel de Géorgie. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles opportunités de prouver que les familles bâties sur l'amour et le choix pouvaient être plus fortes que celles liées seulement par le sang. Mais ce soir, elle était simplement reconnaissante d'être exactement là où elle devait être. Chapitre 7, Quand l'amour est mis à l'épreuve, 2005 à 2010. Les mots restèrent suspendus dans l'air stérile de l'hôpital comme une condamnation à mort. Votre mari a besoin d'une chirurgie cardiaque immédiate, Madame Whitmore. Aretha fixa le docteur Martinez, son esprit luttant pour assimiler ce qu'elle entendait. Ce matin même, Caspian faisait des pancakes pour les filles, riant de l'histoire d'Evie sur son projet de science, aidant Amber avec ses devoirs de maths. Maintenant, il gisait inconscient dans l'unité cardiaque, des machines surveillant chaque battement de ce cœur qui s'était soudainement, sans avertissement, presque arrêté de fonctionner. La bonne nouvelle est que nous l'avons pris tôt, continua le docteur Martinez, sa voix professionnellement douce. Monsieur Whitmore est jeune et en bonne santé par ailleurs, l'opération a un excellent taux de réussite, mais il y a toujours des risques.
Le reste des mots du médecin s'estompa en bruit de fond alors que le monde d'Aretha se rétrécissait à une unique et terrifiante réalité, elle pourrait le perdre. Après tout ce qu'ils avaient construit ensemble, après 4 ans de mariage qui avaient guéri des blessures qu'elle pensait ne jamais voir se refermer, elle pourrait avoir à affronter la vie sans l'homme qui lui avait appris que l'amour pouvait être sûr. « Maman, est-ce que papa va mourir ?» La voix d'Amber était petite et effrayée, ramenant Aretha au présent. À 10 ans, sa fille était assez mature pour comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas, mais assez jeune pour avoir besoin d'être rassurée sur le fait que son monde n'était pas sur le point de s'effondrer à nouveau. « Non, ma puce, » dit Aretha, rassemblant les 2 filles contre elle. « Le cœur de papa est malade, mais les docteurs vont le réparer. Il va aller bien. » Les mots ressemblaient à des mensonges, même en les prononçant, mais c'était la seule vérité qu'elle pouvait donner à ses enfants à cet instant. Evie, 8 ans et encore assez jeune pour croire que les parents pouvaient tout réparer, leva les yeux vers Aretha avec une confiance absolue. « Tu vas prendre soin de lui, hein maman ? Comme tu prends soin des fleurs quand elles tombent malades ? » « Oui, mon cœur, maman va prendre soin de papa. » L'opération dura 6 heures. Aretha passa chaque minute dans la salle d'attente, alternant entre faire les 100 pas et s'asseoir, priant et marchandant avec un Dieu à qui elle n'avait pas beaucoup parlé depuis son enfance. Delilah monta de Savannah pour surveiller les filles, tandis que Madame Patterson apportait de la nourriture que personne ne mangeait et du café qui refroidissait dans des tasses oubliées. Lorsque le docteur Martinez émergea enfin, toujours dans sa tenue chirurgicale, le cœur d'Aretha cessa complètement de battre. « L'opération est un succès, » dit le médecin. Aretha s'effondra sur la chaise la plus proche alors que le soulagement l'envahissait. « Nous avons pu dégager les blocages et réparer les dégâts. Il aura besoin d'un long temps de récupération, et il y aura des changements de mode de vie, mais M. Whitmore devrait se rétablir complètement. » Les 6 mois suivants transformèrent Aretha d'épouse en soignante, de partenaire en protectrice. Caspian rentra de l'hôpital faible et découragé, frustré par la trahison de son corps et terrifié à l'idée d'être un fardeau pour sa famille. « Je devrais prendre soin de toi, » dit-il un soir, alors qu'Aretha l'aidait à se mettre au lit après une journée de kinésithérapie particulièrement difficile. « Je devrais subvenir aux besoins de notre famille, pas rester allongé ici comme un invalide pendant que tu t'épuises. » Caspian Michael Whitmore, dit fermement Aretha, utilisant son nom complet comme il l'avait fait pour elle cette nuit-là sur le parking quand elle avait besoin d'entendre la vérité. « Tu as passé 4 ans à prendre soin de moi et d'Amber quand nous en avions le plus besoin. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Elle réorganisa toute sa vie autour de son rétablissement. La fille de Madame Chen prit en charge les opérations quotidiennes chez Magnolia Dream tandis qu'Aretha réduisait ses heures à un temps partiel. Elle apprit à préparer des repas sains pour le cœur, l'accompagna à chaque rendez-vous médical et devint une experte en réadaptation cardiaque. Plus important encore, elle devint son ancre lorsque la dépression menaça de l'engloutir. L'homme qui avait toujours été son protecteur avait maintenant besoin d'être protégé lui-même, de sa propre peur, de son sentiment d'impuissance, de ses doutes quant à savoir s'il serait un jour entier à nouveau. « Souviens-toi de ce que tu m'as dit une fois, » dit Aretha lors d'un de ces moments les plus sombres où il se demandait si elle serait mieux sans lui. « Tu as dit que l'amour nous rend plus grands que nos circonstances. Ton cœur est peut-être brisé, mais ton amour ne l'est pas. Et mon amour pour toi n'est pas brisé non plus. » Au printemps 2006, Caspian reprit le travail à temps partiel, son énergie revenant lentement en même temps que sa confiance. L'expérience l'avait changé, rendu plus doux d'une certaine manière, plus conscient de combien leur bonheur était vraiment précieux et fragile. Mais juste au moment où ils retrouvaient leur équilibre, George revint dans leur vie avec une vengeance. Il avait été libéré de prison début 2006, supposément réhabilité après avoir suivi des cours de gestion de la colère et un traitement contre la toxicomanie. Son avocat déposa une requête demandant des visites supervisées avec Amber, citant l'amélioration de sa santé mentale et son désir de reconstruire sa relation avec sa fille. Il a des droits en tant que père biologique, expliqua le médiateur nommé par le tribunal lors de leur première rencontre. L'adoption par M. Whitmore n'annule pas entièrement ses droits. Aretha eut l'impression de vivre un cauchemar. Après 5 ans de paix, 5 ans où Amber avait appelé Caspian un papa et se souvenait à peine de l'homme qui avait terrorisé leurs premières années, George voulait revenir dans leur vie. « Je ne veux pas le voir, » dit fermement Amber quand ils lui expliquèrent la situation. À 11 ans, elle était assez âgée pour exprimer ses propres préférences, et ses sentiments étaient limpides. Caspian est mon papa. George est juste l'homme qui a fait du mal à maman. La bataille juridique dura 8 mois et leur coûta des milliers de dollars qu'ils ne pouvaient pas se permettre.
Georges joua parfaitement l'homme réformé, se présentant au tribunal en costume-cravate, parlant respectueusement au juge, exprimant des remords pour son comportement passé. Mais le témoignage d'Amber fut dévastateur de clarté et de force. « Votre honneur, dit-elle, se tenant droite et fière à la barre des témoins. Je sais que cet homme est mon père biologique, mais la biologie ne fait pas de quelqu'un un papa. Un vrai papa lit des histoires le soir, aide aux devoirs et vous fait vous sentir en sécurité. Un vrai papa ne fait pas pleurer votre maman, ne jette pas des objets et ne crie pas si fort que les voisins appellent la police. Caspian Whitmore est mon vrai papa, et je ne veux plus jamais revoir George Thomas. » Le juge statua en leur faveur, rejetant la pétition de George et émettant une ordonnance restrictive permanente. En quittant le tribunal, Aretha vit George sur le parking, ne jouant plus l'homme réformé. Son visage était tordu par la même rage dont elle se souvenait de leur mariage, et pendant un instant, elle eut de nouveau 23 ans, terrifiée et piégée. Mais alors la main de Caspian trouva la sienne, Amber se glissa entre eux, et Evie prit son autre main. Aretha réalisa qu'elle n'était plus cette jeune femme effrayée. Elle était entourée d'amour, protégée par la loi et assez forte pour affronter la suite. Le stress de la bataille pour la garde et de la frayeur médicale de Caspian préleva son tribut sur leur mariage, d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils se surprenaient à se disputer pour des broutilles, luttant pour trouver du temps pour l'intimité entre les rendez-vous médicaux et les réunions juridiques. En 2007, ils firent face à leur crise la plus profonde lorsqu'Aretha fit une fausse couche. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis le rétablissement complet de Caspian, désirant tous deux agrandir leur famille, créer un enfant qui naîtrait dans leur amour plutôt que d'y être adopté. Quand Aretha tomba enfin enceinte à 39 ans, ils furent fous de joie. La fausse couche survint à 12 semaines, soudaine, dévastatrice et totale. Aretha perdit non seulement la grossesse, mais sa foi en son corps, sa confiance en l'avenir et, temporairement, sa capacité à croire que les bonnes choses pouvaient durer. « C'est peut-être une punition, dit-elle une nuit alors qu'ils étaient allongés au lit, chacun pleurant à sa manière. Peut-être que je ne mérite pas un autre enfant après tout ce que j'ai fait subir à Amber durant ces premières années. Ce n'est pas comme ça que l'univers fonctionne, dit Caspian en la serrant plus fort. De mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, et cela ne signifie rien d'autre que la vie est parfois cruelle et injuste. Je me sens tellement brisé, chuchota Aretha. Alors nous guérirons ensemble, répondit Caspian. Comme nous le faisons toujours. Mais la guérison s'avéra plus difficile que prévu. Aretha se replia sur elle-même, se jetant dans le travail pour éviter de faire face à son chagrin. Caspian, se remettant encore de sa propre crise de santé, luttait pour la soutenir tout en gérant sa propre dépression. Pendant 6 mois, ils vécurent comme des étrangers polis partageant une maison, chacun souffrant trop pour tendre la main vers l'autre. Les filles sentirent la tension et commencèrent à réagir. Les notes d'Amber chutèrent, tandis qu'Evie commença à faire des cauchemars sur la disparition de sa famille. Ce fut Evie qui finit par briser leur mur. « Est-ce que toi et maman allez divorcer ?» demanda-t-elle à Caspian un soir alors qu'il l'abordait. « Pourquoi demanderais-tu ça, mon cœur ? Parce que tu es triste tout le temps maintenant, et maman pleure quand elle pense qu'on ne peut pas la voir, et plus personne ne rit. C'est ce qui s'est passé avant que ma première maman ne meure. » Tout le monde est devenu silencieux et triste. L'innocente observation frappa Caspian comme un coup physique. Dans leur chagrin, ils répétaient les schémas qu'ils avaient tous deux juré de briser, se retirer l'un de l'autre au lieu de se tourner l'un vers l'autre, laisser la douleur les séparer au lieu de les rapprocher. Cette nuit-là, il trouva Aretha dans leur jardin, assise parmi les roses qu'elle avait plantées lors de leur emménagement. L'air de novembre était froid, mais elle semblait ignorer la fraîcheur. « Nous sommes en train de nous perdre, dit-il simplement, s'asseyant à côté d'elle sur le banc de jardin. « Je sais, répondit-elle, la voix creuse d'épuisement. Je ne veux pas nous perdre, Aretha. Je ne peux pas nous perdre. Moi non plus. Mais je ne sais pas comment revenir là où nous étions. Peut-être que nous ne pouvons pas revenir en arrière, dit Caspian. Peut-être que nous devons avancer vers quelque chose de nouveau. » Ils passèrent le reste de la nuit à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des mois. Ils parlèrent de leur chagrin, de leur peur, de leur culpabilité, et de leur amour l'un pour l'autre et pour leurs enfants. Ils pleurèrent ensemble, se serrèrent l'un contre l'autre et entamèrent le lent processus de reconstruction de ce qu'ils avaient failli perdre. Lors de leur 7e anniversaire de mariage en avril 2008, ils avaient émergé de leur période sombre plus fort qu'avant. Ils renouvelèrent leurs vœux dans le même jardin où ils s'étaient presque perdus, avec Amber et Evie comme témoins et Delilah officiant avec une licence de ministre obtenue en ligne spécialement pour l'occasion.
Je promets de te choisir à nouveau, dit Aretha, ses mains dans celles de Caspian alors que le soleil printanier réchauffait leur visage. Pas seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles. Pas seulement quand tu es fort, mais quand tu es brisé. Pas seulement quand je suis entière, mais quand je suis en miettes. Je promets d'être ton abri dans chaque tempête, répondit Caspian. De te tenir quand tu tombes et de te rattraper quand tu ne peux plus tenir bon. De t'aimer à travers chaque saison de nos vies, même les hivers. Alors qu'ils s'embrassaient sous le cornouiller en fleurs, Aretha sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas exactement une guérison, mais le début de l'acceptation. Ils porteraient toujours les cicatrices des batailles qu'ils avaient menées, individuellement et ensemble. Mais les cicatrices étaient la preuve de la survie, la preuve que l'amour pouvait durer même quand tout le reste s'effondrait. Le chapitre de leur vie qui avait commencé avec tant de promesses avait été marqué par des épreuves qu'ils ne s'attendaient pas à affronter, mais ils les avaient affrontées ensemble, et ce faisant, avaient prouvé que leur amour était assez fort pour résister à n'importe quelle tempête. Chapitre 8, le début du long jeu, 2010 à 2018. La photo était cachée au dos du manuel de calcul d'Amber, là où elle pensait que personne ne la trouverait, une coupure de journal relatant l'arrestation de George Thomas pour agression contre sa seconde femme, Maria Santos. Aretha la découvrit par accident en aidant sa fille de 15 ans avec ses devoirs, et le regard dans les yeux d'Amber quand elle réalisa qu'elle avait été prise glaça le sang d'Aretha. Ce n'était pas de la honte ou de l'embarras, c'était la concentration calculée de quelqu'un qui planifiait quelque chose depuis très longtemps. « Depuis combien de temps collectionnes-tu ça » demanda doucement Aretha, assise sur le lit d'Amber avec la coupure dans ses mains tremblantes. « Depuis que j'ai 12 ans, » répondit Amber, la voix stable et mature au-delà de son âge. « J'ai un dossier complet caché dans mon placard. 27 articles de journaux, des rapports de police que j'ai demandés via les archives publiques, des documents de tribunal de son divorce avec Maria. » Amber. Le cœur d'Aretha se brisa en réalisant ce que sa fille portait seule. « Ma chérie, pourquoi tu ne nous as rien dit ?»« Parce que je savais que toi et papa essaieriez de m'arrêter. » Les yeux sombres d'Amber flamboyaient de la même détermination qui avait jadis poussé Aretha à échapper à son agresseur. « Il est dehors en train de faire du mal aux gens, maman. Maria Santos, Jennifer Walsh avant elle, Dieu sait combien de femmes dont nous ne savons même rien. Et personne ne l'arrête parce que personne ne s'en soucie assez pour faire le lien. Ce n'est pas ton travail de... » Si, ça l'est. Amber se leva, tirant un dossier Kraft de derrière ses manteaux d'hiver. « Regarde ça. » Le dossier était épais de documents, chacun méticuleusement organisé et annoté de l'écriture soignée d'Amber. Rapport de police couvrant 3 États, dossiers hospitaliers, demande de divorce. Un schéma de violence si clair et constant qu'il coupa le souffle d'Aretha. Il déménage toutes les quelques années, expliqua Amber, étalant les papiers sur son bureau tel un procureur présentant des preuves. Il s'implique avec une nouvelle femme, généralement quelqu'un de vulnérable, mère célibataire, femme avec des problèmes financiers, femme sans soutien familial. Le schéma est toujours le même. Charme, contrôle, escalade, violence. Aretha fixait la documentation, l'esprit vacillant. Sa fille de 16 ans avait compilé un dossier plus complet contre George que n'importe quelle agence des forces de l'ordre n'avait jamais tenté. « Comment as-tu eu tout ça ?» Demande d'archives publiques, principalement. Un peu de journalisme d'investigation via le journal de l'école. J'ai écrit aux femmes qui lui ont échappé, leur demandant de partager leurs histoires. La voix d'Amber restait clinique, professionnelle. Savais-tu qu'il a cassé le bras de Maria Santos à 2 endroits? Jennifer Walsh a perdu l'audition de l'oreille gauche. Et ce ne sont que celles qui l'ont signalé. La porte de la chambre s'ouvrit et Caspian apparut avec 2 tasses de chocolat chaud, son sourire s'effaçant en voyant les papiers éparpillés sur le bureau. Qu'est-ce qui se passe? Notre fille mène une enquête privée sur les activités criminelles de George, dit Aretha, la voix creuse de choc et d'admiration. Depuis 3 ans. Caspian posa les tasses et prit l'un des rapports de police, son expression s'assombrissant à chaque ligne lue. Amber, c'est un travail incroyablement minutieux, mais c'est aussi dangereux. Si George découvrait ce que tu fais. Il ne le saura pas, l'interrompit Amber. Je suis plus intelligente que lui, et je suis patiente. Je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra pour le détruire complètement. Le mot détruire resta suspendu dans l'air comme une présence physique. Ce n'était pas un fantasme de vengeance d'adolescente, c'était un plan méthodique à long terme exécuté par quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'elle tentait.
Ma chérie, dit prudemment Caspian, je comprends pourquoi tu veux que justice soit faite pour ce qu'il a fait à ta mère, à toi, à ces autres femmes. Mais la vengeance n'est pas la même chose que la justice, et cela ne vaut pas la peine de sacrifier ta propre paix d'esprit. Il ne s'agit pas de vengeance, répondit fermement Amber. Il s'agit de prévention. Chaque jour où George Thomas marche libre est un jour de plus où il cherche sa prochaine victime. Je vais m'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Comment, demanda Aretha, bien qu'elle soupçonna déjà la réponse. Je vais devenir procureur. Je vais me spécialiser dans les affaires de violence domestique. Je vais monter un dossier en béton contre lui qui le mettra en prison pour le reste de sa misérable vie. La voix d'Amber était calme, certaine, terrifiante dans sa conviction absolue. Et quand j'aurai fini, chaque femme qui l'a blessée saura que quelqu'un s'est assez soucié d'elle pour se battre. Les 8 années suivantes transformèrent Amber d'adolescente déterminée en force de la nature. Elle sortit major de sa promotion au lycée North Atlanta en 2013, son discours de fin d'études se concentrant sur la responsabilité des privilégiés de protéger les vulnérables. Son admission à la faculté de droit de Harvard ne fit jamais aucun doute. Ses notes étaient parfaites, ses activités extrascolaires centrées sur la défense juridique, et sa lettre de motivation sur l'utilisation du droit pour protéger les victimes de violences domestiques émut le comité d'admission aux larmes. À Harvard, elle se jeta dans ses études avec la détermination résolue de quelqu'un investi d'une mission spécifique. Elle fut greffière pour un juge fédéral spécialisé dans les affaires criminelles, fit un stage au bureau du procureur général du Massachusetts et écrivit des articles de revue juridique sur la poursuite des affaires de violences domestiques lorsque les victimes étaient réticentes à témoigner. Ses professeurs notèrent sa combinaison inhabituelle d'empathie et d'intransigeance. Elle pouvait réconforter un témoin traumatisé un instant et dévaster l'argumentation d'un avocat de la défense l'instant d'après. Durant sa 2e année, elle appela Aretha avec une nouvelle à la fois triomphante et terrifiante. J'ai été acceptée dans le programme clinique, dit Amber, sa voix grésillant à travers la connexion téléphonique. Je vais travailler sur de vraies affaires impliquant des poursuites pour violences domestiques. C'est merveilleux, ma puce, répondit Aretha, bien qu'elle entendît la tension sous-jacente dans la voix de sa fille. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je l'ai trouvé, maman. George vit à Boston maintenant, et il est fiancé à une femme nommée Patricia Chen. Elle a 2 jeunes filles. Le sang d'Aretha se glaça. Amber, tu ne peux pas, je ne vais rien faire d'illégal ou de contraire à l'éthique, l'interrompit Amber, mais je vais m'assurer que Patricia Chen sache exactement qui elle prévoit d'épouser. Et s'il ose ne serait-ce que lever la voix sur elle ou ses enfants, je serai prête. Fidèle à sa parole, Amber commença ce qu'elle appelait une surveillance protectrice au point elle se lia d'amitié avec Patricia Chen dans un café près de son appartement, gagnant peu à peu sa confiance sans jamais révéler leur lien. Lorsque le comportement de George commença à s'aggraver contrôlant les finances de Patricia, l'isolant de ses amis, montrant un intérêt excessif pour la discipline de ses filles, Amber était là pour tout documenter. Elle tient un journal maintenant, rapporta Amber lors de l'un de leurs appels hebdomadaires. Elle note chaque incident, chaque menace, chaque fois qu'il perd son sang-froid. Quand il franchira enfin la ligne, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Et s'il ne le fait pas, demanda Caspian, qui soutenait discrètement la mission d'Amber tout en exprimant publiquement des inquiétudes sur son obsession pour George. Il le fera, dit Amber avec une certitude glaçante. Les hommes comme George ne peuvent pas s'en empêcher. La seule variable, c'est le moment. Elle avait raison. En février 2017, durant le dernier semestre d'Amber à la faculté de droit, George envoya Patricia Chen à l'hôpital avec une commotion cérébrale et 3 côtes cassées. Amber fut la première personne que Patricia appela. En quelques heures, elle l'avait aidé à porter plainte, à obtenir une ordonnance restrictive et à entrer en contact avec un refuge pour victimes de violences conjugales. Plus important encore, Amber avait compilé suffisamment de preuves pour convaincre le procureur de Boston d'inculper George pour crimes graves, violences conjugales aggravées, agression avec intention de causer des blessures corporelles et mise en danger d'enfants pour avoir traumatisé les filles de Patricia. L'arrestation de George fit la une des journaux locaux, et Amber regarda la couverture médiatique depuis sa chambre d'étudiante avec une satisfaction si profonde qu'elle l'effraya elle-même. Il va négocier pour réduire la peine à un délit mineur, dit-elle à ses parents lors d'un appel vidéo. 18 mois de prison dans le comté, peut-être 2 ans de mise à l'épreuve. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. Un début pourquoi, demanda Aretha, bien qu'elle se doutât de la réponse. Pour établir un schéma de violence croissante à travers plusieurs juridictions. Quand j'aurai fini de documenter tout son passé criminel,
aucun juge en Amérique ne le considéra comme un candidat à la clémence. Amber obtint son diplôme magna cum laude à la Harvard Law School en mai 2017, sa thèse sur la poursuite des auteurs de violences conjugales en série ayant été reconnue par l'Association du barreau américain. Lors de sa remise de diplôme, elle fit une promesse qui donna des frissons à ses parents tout en gonflant leur cœur de fierté. « Je rentre en Géorgie », annonça-t-elle. Le bureau du procureur fédéral pour le district nord de la Géorgie m'a offert un poste dans leur unité de poursuite des violences conjugales. Je commence en août. Une raison particulière pour laquelle tu veux travailler comme procureur, demanda Caspian, connaissant déjà la réponse. Les crimes fédéraux traversent les frontières des États, répondit Amber. George sortira de prison dans 18 mois, et quand ce sera le cas, je l'attendrai. Cette fois, je ne serai pas juste la fille de sa victime. Je serai la procureure fédérale qui va le détruire complètement. Alors qu'il rentrait de la cérémonie, Aretha réfléchit à la femme que sa fille était devenue. À 22 ans, Amber possédait une combinaison de génie juridique et de vendetta personnelle qui faisait d'elle soit la procureure fédérale la plus dangereuse de Géorgie, soit l'avocate de la justice la plus dévouée, peut-être les deux. Faisons-nous la bonne chose, demanda Aretha à Caspian alors qu'il franchissait la frontière de la Géorgie. En la soutenant là-dedans? Je ne sais pas, admit Caspian. Mais je sais qu'essayer de l'arrêter serait impossible et probablement mal. Elle ne cherche pas la vengeance, elle cherche la justice. Et peut-être que le monde a besoin de quelqu'un qui se soucie assez des autres pour se battre aussi fort pour ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes. Même si cela lui coûte? Regarde-la, Aretha. Regarde comme elle est concentrée, déterminée, absolument certaine de son but. Je ne pense pas que cela lui coûte quoi que ce soit. Je pense que c'est exactement ce qu'elle a toujours été destinée à devenir. Alors que la silhouette d'Atlanta apparaissait au loin, Aretha réalisa que le long voyage de leur famille vers la justice ne faisait que commencer. La petite fille qui s'était autrefois cachée derrière la robe de sa mère était maintenant une procureure formée à Harvard, dotée des compétences, de la détermination et de l'autorité légale pour s'assurer que George Thomas paie enfin pour chaque femme qu'il avait blessée. La longue partie avait commencé, et Amber Whitmore jouait pour gagner. Chapitre 9, l'heure des comptes, 2018 à 2024. La salle de guerre ressemblait à un décor de série policière, des murs couverts de photos, de chronologies et de documents juridiques reliés par des fils rouges traçant le chemin de destruction de George Thomas sur 25 ans. Amber avait transformé le sous-sol de son appartement du centre-ville d'Atlanta en ce qu'elle appelait son centre de justice, un espace entièrement dédié à la construction du dossier fédéral qui mettrait fin au règne de terreur de George pour toujours. À 24 ans, elle s'était déjà forgé une réputation de procureur impitoyable en matière de violence conjugale au bureau du procureur fédéral, avec un taux de condamnation qui faisait trembler les avocats de la défense. C'est de la folie, Amber, dit le détective Marcus Rodriguez, étudiant l'affichage complexe avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu as documenté des crimes dans 6 États, remontant à 1995. Certains de ces cas ont dépassé le délai de prescription. Les cas individuels peut-être, répondit Amber en ajoutant une autre photo au mur, celle de l'arrestation la plus récente de George à Boston. Mais ensemble, ils établissent un schéma de comportement prédateur qui soutiendra les accusations en vertu de la loi fédérale sur les violences conjugales. Et Marcus, je préfère une minutieuse rave folle. Au cours des 6 dernières années, Amber avait systématiquement reconstruit sa vie autour d'un seul objectif, accumuler suffisamment de preuves pour s'assurer que George Thomas meurt en prison. Elle avait retrouvé 8 de ses victimes dans plusieurs États, convainquant 6 d'entre elles de fournir des déclarations sous serment. Elle avait cultivé des relations avec les forces de l'ordre de 5 juridictions différentes, créant un réseau d'alliés qui l'informait des activités de George. Plus important encore, elle s'était positionnée pour être la procureure qui traiterait son dossier le moment venu. La beauté de la loi fédérale sur les violences conjugales, expliqua-t-elle à Marcus alors qu'il passait en revue ses dernières preuves, c'est qu'elle couvre les crimes qui traversent les frontières des États et nous permet de poursuivre des schémas de comportement plutôt que des incidents individuels. Dossiers médicaux, rapports de police, témoignages, documents financiers montrant comment il les isolait et les contrôlait à travers plusieurs juridictions. Et tu as tout ça? J'ai plus que ça. Amber sortit un dossier épais étiqueté crimes financiers. George commet des fraudes fiscales depuis 15 ans, utilisant les numéros de sécurité sociale de ses victimes pour ouvrir des comptes de crédit, falsifiant des documents pour accéder à leur compte d'épargne. L'IRS, le fisc, est très intéressé par ces dossiers. Marcus siffla doucement. Comment as-tu pu avoir accès à ces informations?
Je suis très doué dans mon travail, dit simplement Amber, et j'ai des amis bien placés. La vérité était plus complexe. Amber avait passé des années à cultiver des relations professionnelles spécifiquement conçues pour l'aider à détruire George. Elle était sortie avec un enquêteur de l'IRS pendant 8 mois, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur la poursuite des crimes financiers. Elle avait fait du bénévolat pour une organisation à but non lucratif aidant les victimes de violences conjugales à rétablir leur crédit, accédant ainsi à des bases de données révélant toute l'étendue des abus financiers de George. Chaque choix qu'elle avait fait depuis la faculté de droit avait été calculé pour servir son but ultime. Il y a autre chose, dit Marcus, l'air troublé. Nous surveillons George depuis sa libération de Boston, et il est en contact avec une femme nommée Sarah Mitchell. Divorcée, 2 fils adolescents, récemment installés à Atlanta pour un emploi au CDC. La mâchoire d'Amber se contracta. Depuis combien de temps se voit-il? 3 mois. Elle a déjà emménagé avec lui. Alors nous manquons de temps. Amber se tourna pour étudier la chronologie sur son mur, son esprit passant en revue les possibilités juridiques. Sarah Mitchell deviendra la victime numéro 9, ou elle deviendra le témoin clé de l'accusation. Quoi qu'il en soit, nous agissons maintenant. Sarah Mitchell était exactement le genre de George, intelligente mais vulnérable, récemment divorcée et luttant pour reconstruire sa vie dans une nouvelle ville. À 42 ans, elle possédait une beauté discrète qui suggérait qu'elle avait eu confiance en elle avant que la vie ne l'use. Amber la trouva dans un Starbucks près du CDC, lisant une revue médicale tout en sirotant un latte à la vanille. L'approche fut subtile, naturelle, 2 femmes professionnelles entamant une conversation sur les défis de déménager pour le travail. J'ai déménagé ici depuis Boston il y a environ 6 ans, dit Amber, s'installant dans le fauteuil en face de Sarah avec son propre café. Les rencontres peuvent être brutales quand on ne connaît personne. Ne m'en parlez pas, ria Sarah. Bien que je pense avoir eu de la chance. Je vois quelqu'un depuis quelques mois et il est incroyablement solidaire. C'est merveilleux. Que fait-il? Il est dans la vente. George Thomas. C'est un homme vraiment charmant qui m'a aidé à me sentir tellement plus installé ici. Le rythme cardiaque d'Amber s'accéléra, mais son expression resta parfaitement neutre. C'est génial. C'est si important de trouver quelqu'un qui vous fait vous sentir en sécurité. Exactement. Après mon divorce, je n'étais pas sûr de pouvoir faire confiance à nouveau, mais George est si protecteur, si soucieux de prendre soin de moi. La conversation se poursuivit pendant 45 minutes, Amber sondant prudemment pour obtenir des informations sur le comportement de George tout en s'établissant comme une amie potentielle. Au moment où elles échangèrent leurs numéros, elle avait appris que George montrait déjà son schéma classique, isoler Sarah de ses collègues, gérer ses finances, exprimer des opinions tranchées sur la façon dont elle devait interagir avec ses fils adolescents. Au cours des 3 mois suivants, Amber cultiva cette amitié avec soin, rencontrant Sarah pour un café 2 fois par semaine et déjeunant parfois avec elle. Elle documenta chaque conversation, chaque changement dans l'attitude de Sarah, chaque incident suggérant que le comportement de George s'aggravait. Il est tellement stressé par le travail ces derniers temps, confia Sarah lors d'une de leurs rencontres en novembre 2019. Il a perdu son sang-froid avec Tyler hier soir pour une bêtise. Tyler avait laissé son sac à dos sur le canapé au lieu de le ranger. George l'a attrapé par les épaules et l'a secoué, ce qui m'a semblé être une réaction assez extrême. Cela a dû être effrayant pour Tyler, dit Amber avec précaution. Comment as-tu géré ça? J'en ai parlé à George après et il s'est excusé. Il a dit qu'il subissait beaucoup de pression au travail et qu'il ne voulait pas perdre le contrôle. Il a promis que ça ne se reproduirait plus. Et tu le crois? Sarah resta silencieuse un long moment. Je veux le croire. Mais il y a quelque chose dans la façon dont il a regardé Tyler à ce moment-là. Ça m'a rappelé mon ex-mari juste avant que les choses ne tournent vraiment mal. Amber tendit la main à travers la table et serra celle de Sarah. Sarah, je dois te dire quelque chose. Je travaille pour le bureau du procureur fédéral, spécialisé dans les cas de violence conjugale qui traversent les frontières des États. Ce que tu viens de décrire, l'escalade, les excuses, les promesses de changement, c'est un cas d'école. Es-tu en train de dire que tu penses que George est violent? Je dis que je pense que tu devrais faire confiance à ton instinct, et je dis que si jamais tu ne te sens pas en sécurité, tu as quelqu'un qui te croira et t'aidera. La révélation que sa nouvelle amie était procureur aurait pu mettre fin à leur relation, mais au lieu de cela, cela sembla donner à Sarah la permission de reconnaître les inquiétudes qu'elle avait réprimées. Au cours des mois suivants,
elle commença à partager des incidents plus troublants, George surveillant son téléphone, critiquant son éducation, proférant des menaces de plus en plus violentes quand il était en colère. En mars 2020, George frappa Sarah pour la première fois. « C'était une gifle », dit Sarah quand elle appela Amber depuis le parking de l'hôpital. « Il a dit que je l'avais embarrassé au dîner en contredisant quelque chose qu'il avait dit devant ses amis. Il s'est excusé immédiatement, a dit qu'il n'avait jamais fait une chose pareille auparavant, a promis que ça n'arriverait plus jamais. » Sarah, où es-tu en ce moment? Aux urgences. J'ai dit que j'étais tombé, mais je crois que l'infirmière savait que je mentais. Reste là où tu es. Je viens te chercher. Amber arriva à l'hôpital Grady en 20 minutes, accompagné du détective Rodriguez et d'un avocat des victimes du bureau du procureur. À minuit, Sarah Mitchell avait déposé une plainte fédérale, obtenu une ordonnance restrictive et emménagé dans un refuge avec ses fils. Plus important pour les objectifs d'Amber, Sarah avait accepté de porter un micro lors de tout contact futur avec George. « Je n'arrive pas à croire que je me suis laissé embarquer avec quelqu'un comme ça à nouveau », dit Sarah alors qu'elles étaient assises dans la cuisine du refuge, examinant les documents juridiques. « Tu n'as rien laissé arriver », répondit fermement Amber. « George Thomas est un prédateur qui cible les femmes dans des situations vulnérables. Ce n'est pas ta faute, c'est son choix, et maintenant nous allons nous assurer qu'il en paie les conséquences. » Est-ce que ça va vraiment l'empêcher de faire du mal à d'autres personnes? Oui, dit Amber avec une certitude absolue. Parce que quand j'aurai fini de monter ce dossier, George Thomas ne sera plus jamais libre de faire du mal à qui que ce soit. Les 4 années suivantes furent une démonstration magistrale de stratégie judiciaire. Amber utilisa le cas de Sarah comme fondation pour une enquête fédérale sur le schéma de violence conjugale de George à travers plusieurs juridictions. Elle travailla avec des agents du FBI, des enquêteurs de l'IRS et des procureurs de 5 États différents pour construire un dossier complet garantissant que George ferait face à des accusations fédérales assorties de peines minimales obligatoires. L'acte d'accusation, lorsqu'il arriva enfin en janvier 2024, fut dévastateur par son ampleur. George Thomas fut inculpé de 18 crimes fédéraux, incluant violences conjugales interétatiques, harcèlement traversant les frontières, fraude électronique, évasion fiscale et complot en vue de commettre des crimes financiers contre ses victimes. L'accusé a passé près de 3 décennies à cibler systématiquement des femmes vulnérables, déclara Amber aux médias lors de la conférence de presse annonçant les charges. Cette inculpation représente la justice non seulement pour sa victime la plus récente, mais pour chaque femme dont il a détruit la vie par la violence, la manipulation et l'abus financier. L'arrestation de George fut rapide et dramatique. Les agents du FBI l'appréhendèrent à son appartement pendant que Sarah et ses fils regardaient depuis une voiture banalisée de l'autre côté de la rue, leur visage reflétant un mélange de peur et de satisfaction. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda le détective Rodriguez à Amber en regardant George être emmené menotté. « Comme le début de la fin, » répondit-elle. Maintenant, la partie amusante commence. Le procès fut programmé pour juillet 2025, avec Amber comme procureur fédéral principal, travaillant aux côtés des enquêteurs du FBI. L'équipe de défense de George, les meilleurs avocats que son argent restant pouvait payer, avait déjà indiqué qu'il plaiderait qu'il était victime d'une procureure vindicative ayant une vendetta personnelle. Ils n'avaient pas tort sur la vendetta personnelle, mais ils avaient tort sur sa pertinence par rapport au dossier qu'Amber avait bâti. « Qu'ils essaient de tout ramener à moi », dit-elle à ses parents lors d'une session stratégique chez eux. « Chaque preuve que j'ai collectée a été obtenue légalement, correctement documentée et vérifiable de manière indépendante. La culpabilité de George n'est pas une question d'opinion, c'est une question de dossier public s'étalant sur 26 ans. » Alors que la date du procès approchait, Aretha s'émerveilla de la femme que sa fille était devenue. À 29 ans, Amber possédait une combinaison de génie juridique, de certitude morale et de motivation personnelle qui la rendait pratiquement inarrêtable. Elle avait transformé le traumatisme de son enfance en une arme pour la justice qui protégerait d'innombrables autres femmes. « Es-tu prête pour ça ?» demanda Caspian à sa fille lors d'une de leurs sessions de préparation. « Je suis prête depuis 26 ans, répondit Amber. George Thomas a détruit mon enfance, terrorisé ma mère et passé des décennies à blesser des femmes à travers plusieurs États. Demain, tout cela prend fin. Et après-demain ? Après-demain, je passerai le reste de ma carrière à m'assurer que les hommes comme lui paient les conséquences de leurs choix. Mais d'abord, je vais regarder George Thomas dans les yeux et lui dire exactement ce que je pense de lui. » Alors que juillet 2025 se levait, lumineux et chaud sur Atlanta,
3 générations de femmes qui avaient refusé d'être brisées se préparaient à assister à la destruction finale de l'homme qui avait essayé de les détruire. L'heure des comptes était sur le point de sonner. Chapitre 10, l'éternité commence maintenant, juillet 2025. Le jardin n'avait jamais été aussi beau que lors de cette parfaite soirée de juillet. 26 ans de soins attentifs avaient transformé l'arrière-cour d'Aretha et Caspian en un lieu digne d'un magazine, mais qui respirait la chaleur d'un foyer. Des lumières blanches scintillaient, accompagnant les célèbres tartes à la patate douce de Delila et des fleurs venues de tous les coins de la Géorgie. Le magnolia que Caspian avait planté pour leur premier anniversaire dominait désormais la fête, ses feuilles brillantes chuchotant des secrets à la brise chaude de l'été. « Maman, arrête de tripoter les fleurs », ria Amber, 30 ans, éloignant doucement Aretha du centre de table qu'elle ajustait pour la 3e fois. « Tout est parfait. Tu m'as appris que la perfection vient de l'amour, pas du fait de déplacer des roses de 2 cm vers la gauche. » Aretha recula et contempla la scène avec la satisfaction d'une femme ayant appris à reconnaître le bonheur quand elle le vivait. Leur fête pour leur 24e anniversaire de mariage était exactement ce qu'elle avait rêvé, la famille biologique et la famille de cœur réunis, plusieurs générations célébrant l'amour qui les avait tous créés. « Tu as raison, » dit-elle en lissant sa robe bleu pâle bien loin de celle que George avait détestée il y a tant d'années, mais choisie avec la même joie défiante. « Je veux juste que tout soit parfait, » finit Evie, 28 ans, apparaissant à leur côté avec son efficacité caractéristique. « Et c'est parfait, maman, parce que nous sommes tous là, nous sommes tous en bonne santé, et nous sommes tous heureux. Que pourrais-tu vouloir de plus? Quoi d'autre en effet? » Aretha regarda l'assemblée et sentit son cœur gonfler d'une gratitude si profonde que cela en était presque douloureux. Les jumeaux, maintenant âgés de 14 ans et incroyablement grands, régalaient leur grand-tante d'histoire sur leur entrée prochaine au lycée. Maverick prévoyait de rejoindre le club de débat et avait déjà exprimé son intérêt pour l'ancienne université d'Amber, tandis que Magnolia était partagée entre les cours d'art et les sciences avancées, ses intérêts étant aussi variés que ceux de sa grand-mère Delila l'avaient été. « Ils vont bien s'en sortir, » dit Caspian, apparaissant au coude d'Aretha avec 2 coupes de champagne et cette capacité à lire ses pensées qui vient d'une moitié de vie passée ensemble. À 54 ans, il était plus beau que jamais, ses cheveux argentés aux tempes et ses yeux bleus toujours capables de faire battre le cœur d'Aretha. « Je sais qu'ils iront bien, » répondit Aretha, acceptant le champagne et le baiser qu'il déposa sur sa tempe. « Je m'émerveille juste parfois de voir à quel point leur enfance est différente de la nôtre. Ils n'ont jamais connu la peur, n'ont jamais douté de leur valeur, n'ont jamais remis en question le fait d'être aimés. C'est tout le but, » dit une voix familière derrière eux. Ils se retournèrent pour trouver Danny Murphy, maintenant âgé de 60 ans et toujours le mécanicien le plus honnête d'Atlanta, s'approchant avec sa femme et ses petits-enfants. « Vous avez brisé le cycle. Ces enfants commencent leur vie en sécurité au lieu de devoir se battre pour l'atteindre. » Comme invoqué par la conversation sur l'héritage familial, Amber se déplaça au centre du jardin et demanda l'attention de tous. « Avant que nous ne mangions tout le célèbre poulet frit de Madame Patterson, » commença-t-elle en souriant à leur voisine âgée devenue membre de la famille il y a des décennies, « j'ai une nouvelle à partager. » Le jardin devint silencieux, 43 personnes âgées de 4 à 87 ans attendant d'entendre ce que la plus jeune associée d'un grand cabinet d'avocats d'Atlanta avait à annoncer. « David et moi sommes fiancés, » dit simplement Amber, son sourire radieux alors qu'elle levait sa main gauche pour montrer une bague émeraude vintage ayant appartenu à la grand-mère de son fiancé. Et avant que quelqu'un ne demande, « Oui, nous voulons que papa officie la cérémonie. » L'acclamation qui s'éleva put probablement être entendue à 3 pâtés de maison. Caspian, qui avait obtenu sa licence ministérielle en ligne des années auparavant pour célébrer des mariages pour des clients devenus amis, semblait stupéfait et honoré. « J'attends depuis 30 ans de te conduire à l'hôtel, » dit-il en serrant Amber dans une étreinte d'ours qui la souleva du sol malgré sa stature professionnelle. « En fait, » dit Amber quand il la reposa, « j'espérais que mes 2 parents me conduiraient à l'hôtel. Maman m'a donné la vie 2 fois, une fois quand je suis né, et une fois quand elle a trouvé le courage de quitter mon père biologique. Je ne peux pas imaginer me marier sans vous 2 à mes côtés. » Aretha sentit les larmes monter à ses yeux, le genre de larmes de joie qui viennent de moments trop parfaits pour être planifiés. « Je serais honoré, ma chérie. » Comme pour ne pas être en reste par rapport à sa sœur aînée, Evie s'éclaircit la gorge et s'avança. « Eh bien, puisque nous faisons des annonces. Marcus et moi attendons notre premier bébé pour février. » Cette fois, l'acclamation fut accompagnée de larmes, d'étreintes et de la mobilisation immédiate des femmes de la famille pour commencer à planifier la baby shower et la décoration de la chambre. Un mariage et un arrière-petit-enfant,
dit Madame Patterson en tamponnant ses yeux avec un mouchoir qui avait vu bien des célébrations de ce genre. Delilah serait folle de joie. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à se diriger vers leur voiture, lançant des promesses de se revoir bientôt et des remerciements pour une fête parfaite, la famille proche s'attarda dans le jardin. C'était leur moment sacré, où la célébration publique laissait place à la réflexion privée. « Papa, raconte-nous encore l'histoire » demanda Magnolia, s'installant sur le banc de jardin sous le magnolia avec l'autorité décontractée de quelqu'un qui avait grandi en se sachant chéri. « Quelle histoire, princesse ? Comment toi et maman vous êtes rencontrés, comment tu as su que tu allais l'aimer pour toujours ?» Caspian et Aretha échangèrent un regard plein de souvenirs partagés et d'amusements privés. Leurs enfants ne se lassaient jamais d'entendre l'histoire de la cour de leurs parents, peut-être parce qu'elle servait de preuve que les contes de fées pouvaient arriver aux vraies personnes assez courageuses pour y croire. « Eh bien, commença Caspian, s'installant sur le banc à côté de sa fille tandis qu'Aretha prenait place de l'autre côté. C'était une belle journée de juin 1999, et ta maman était la femme la plus terrifiée et la plus courageuse que j'ai jamais vue. Alors qu'il racontait l'histoire familière, la rencontre au tribunal, les visites chez le fleuriste, les pique-niques du dimanche au parc, Aretha s'émerveilla de voir comment leur début avait contenu toutes les graines de leur éternité. Même en ces premiers jours, alors qu'elle apprenait encore à faire confiance et qu'il apprenait encore à espérer, ils avaient construit vers ce moment, ce jardin, cette famille qui semblait aussi naturelle que de respirer. Fin, dit Maverick quand Caspian termina l'histoire avec leur jour de mariage. Non, corrigea doucement Aretha. Pas la fin. Le début. Chaque jour où nous nous choisissons est un nouveau début. Plus tard, quand le dernier enfant fut bordé dans son lit et que la vaisselle fut lavée et rangée, Aretha et Caspian se retrouvèrent seuls dans leur jardin, dansant un slow sur une musique que seuls pouvaient entendre. 26 ans, murmura Caspian contre ses cheveux. Parfois, on dirait que c'était hier, parfois, on dirait que nous sommes ensemble depuis toujours. Les deux, dit Aretha, ses bras autour de son cou et sa tête sur son épaule. On dirait les deux, parce que c'est les deux. Chaque jour avec toi semble nouveau, mais notre amour semble ancien, comme s'il avait toujours été censé être ainsi. Il se balançait sous les étoiles, entouré de roses, de souvenirs et de la satisfaction d'une vie bien vécue. À 57 et 54 ans, ils étaient assez vieux pour savoir à quel point leur bonheur était rare, et assez jeunes pour en profiter encore de nombreuses années. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si nous ne nous étions pas rencontrés » demanda Aretha. « Jamais » répondit Caspian sans hésitation. « Nous allions toujours nous rencontrer. Peut-être pas dans ce tribunal, peut-être pas ce jour-là, mais quelque part, d'une manière ou d'une autre. Certaines choses sont juste écrites. Comme quoi ? Comme toi apprenant à faire confiance à nouveau, comme moi apprenant que le cœur peut aimer plus d'une fois, comme nos enfants grandissant en sécurité et forts. Comme ce moment, juste ici, maintenant. » Comme pour souligner ces mots, une étoile filante traversa le ciel de juillet, là est partie en un instant, mais assez belle pour les faire tous deux halter d'émerveillement. « Fais un vœu, chuchota Aretha. »« Je n'en ai pas besoin, » répondit Caspian en la faisant tourner doucement au clair de lune. « Je vis dans mon vœu. » Elle se recula pour regarder son visage, cet homme qui l'avait sauvée d'elle-même et lui avait appris que l'amour pouvait être doux, que la protection ne nécessitait pas la possession, que les familles pouvaient être choisies, construites et chéries. « Je t'aime, Caspian Michael Whitmore. Aujourd'hui, demain, et pour tous les lendemains d'après. Je t'aime aussi, Aretha Marie Whitmore. Depuis ce premier jour au tribunal jusqu'à mon dernier souffle. » Ils s'embrassèrent sous le magnolia, entourés du jardin qu'ils avaient fait pousser ensemble, en sécurité dans la certitude que certaines histoires d'amour durent vraiment pour toujours. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont entretenues avec le même soin, la même patience et la même foi nécessaires pour faire pousser quelque chose de beau à partir de rien d'autre que de l'espoir et du travail acharné. Au loin, la silhouette d'Atlanta scintillait de promesses, et plus près de chez eux, leurs enfants dormaient paisiblement dans des lits dont ils n'avaient jamais douté qu'ils seraient là demain. C'était la vie qu'ils avaient construite ensemble. Pas parfaite, mais parfaitement la leur, enracinée dans le choix et arrosée par le genre d'amour qui ne fait que se renforcer avec le temps. L'éternité avait enfin commencé. Merci d'avoir regardé, et je vous aime.